Bien, bonsoir à tous. On va commencer notre séance. Ce soir, nous allons parler de numérique et de territoire avec Francky Trichet. C'est d'ailleurs pas la première fois, puisqu'on l'avait déjà reçu l'année dernière, quelques semaines après son élection. C'est l'adjoint chargé de l'innovation et du numérique, et l'association des deux mots n'est sans doute pas fortuite. Nous avons souhaité cette rencontre dans le cadre des travaux conduits sur le projet d'aménagement et de développement durable de la métropole, dit PADD, qui servira de cadre stratégique au futur plan local d'urbanisme métropolitain, dit PLUM. Le groupe de travail animé par Michel Jouvet, que j'excuse ce soir, il était empêché, il ne pouvait pas venir, a souhaité élargir les thématiques classiques de réflexion pour s'intéresser à la question numérique et à ses conséquences sur l'ensemble des politiques publiques du territoire. Au-delà des effets de mode, l'impact de la question numérique est considérable sur tous les aspects de la vie du territoire et de ses habitants, et nous ne sommes sans doute qu'au début des bouleversements dont nous ne mesurerons pas encore toutes les conséquences. La métropole nantaise s'affiche volontiers en pointe sur le sujet. On parle d'écosystème nantais en matière numérique, de création d'emplois, de nouveaux services pour la vie quotidienne et aussi de nouvelles gouvernances avec de nouveaux modes d'intervention pour les citoyens dans la vie publique. J'ai même appris aujourd'hui qu'il y avait, paraît-il, une cantine numérique privée qui était en train de s'installer sur Nantes. Alors je ne sais pas si l'élu en charge du sujet est informé, mais voilà. Il se passe d'ailleurs pas de mois sans qu'on assiste à des manifestations sur ces thématiques. Évidemment, le Web Today, la Digital Week il y a quelques jours, le Forum Smart City également. Donc on voit effectivement que ce secteur est extrêmement actif. Cette démarche globale s'inscrit ou s'incarne dans la labellisation de la métropole French Tech, qui reconnaît l'existence de compétences locales particulières dans ce domaine. C'est donc de tout cela qu'on souhaite parler avec Francky Trichet, qui est lui-même représentatif d'une nouvelle génération d'élus issus de la société civile et qui conçoit le renouvellement de l'action publique à partir d'un nouveau champ de réflexion qui est celui du numérique. Nous souhaitons donc avec lui essayer de distinguer l'essentiel de l'accessoire, je ne sais pas si c'est facile, et de mieux comprendre les atouts de la métropole nantaise dans ce secteur. Au moment où sont débattues les grandes orientations du territoire à travers le PADD, il nous a paru important de l'écouter et je vais lui passer tout de suite la parole. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à vous de m'avoir invité, puisque effectivement après à peine dans 15 mois, je suis content de revenir vous voir, parce qu'en fait c'est aussi un exercice de style pour moi, c'est de voir effectivement en 15 mois, non pas le travail, mais en tout cas les premiers résultats de ce qu'on a pu engager depuis 15 mois de travail. Je vais peut-être commencer à... Moi j'ai envie de vous parler de la Smart City à la nantaise, et en fait qui cristallise un peu toutes les dimensions du numérique à la nantaise qu'on souhaite mettre en avant avec Johanna Roland et toute l'équipe. Puisqu'en fait on se rend bien compte que le numérique aujourd'hui, on touche toutes les politiques de façon transverse, toutes les politiques publiques, et mon rôle c'est d'être accélérateur transversale de ces différentes particules qu'il faut qu'on mette en mouvement pour aujourd'hui faire société numérique, faire sens en société numérique. J'ai commencé par un zoom qui est en fait vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur la Nantes Tech, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Avant, la dernière fois que je suis venu, on était en pleine préparation du dossier. On a été labellisé, première vague de labellisation en novembre l'année dernière. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a effectivement fait un peu de bruit sur l'écosystème national. Pourquoi ? Parce que il y a 15 jours, on a eu 2 levées de fonds qui sont pour nous essentielles et qui sont pour nous les indicateurs de la vitalité, entre guillemets, de la bonne santé de notre écosystème. Ces 2 levées de fonds, c'est pas rien, c'est historique, puisqu'en fait aujourd'hui, Lingo, qui aujourd'hui c'est une start-up portée par un jeune qui s'appelle Michael Froget, qui n'a pas 30 ans, qui n'existait pas il y a 4 ans, qui aujourd'hui emploie 130 personnes, lève 15 millions d'euros, 10 millions, pardon, et a déjà marqué effectivement l'histoire du web à Nantes, puisque, il va créer déjà 150 emplois l'année prochaine, 150 emplois sur Nantes. 2, il développe une technologie qui aujourd'hui essaime au niveau mondial.
C'est une technologie qui permet en fait d'accélérer la diffusion de catalogues produits sur toutes les places de marché à l'échelle internationale. Donc, quelque part, il permet aux différents commerçants d'avoir de la valeur ajoutée sur leur business, quoi. Et là où c'est intéressant dans la démarche de Ludovic et sa levée de fonds, c'est que Michael, pardon, je parlerai de Julien par la suite, c'est qu'il est emblématique de cette nouvelle génération d'entrepreneurs nantaises du web. Il est emblématique à différents niveaux, c'est que, il lève des fonds, il crée de l'emploi, il fait rayonner Nantes, et aussi il est emblématique parce qu'en plus il a une posture numérique solidaire. Je prends juste un petit exemple. L'année dernière, c'est le premier à avoir lancé les startups ont du cœur, qui est un tout petit épiphénomène, pour dire qu'aujourd'hui les startups, on a du mal, ils lèvent des fonds, 15 millions, on arrive à peine à l'écrire. Et qu'est-ce qu'ils font derrière? On a du mal à comprendre. Et puis derrière, Ludovic, je vais y arriver, Michael, il est vraiment sur cette approche du numérique au service. Il a en fait, quelque part, il est redevable de la chance qu'il a pu avoir dans la vie. Et il a monté cette opération, les Start-Upers qui ont du cœur, qui porte cette année à l'échelle nationale, et qui consiste tout simplement à demander aux Start-Upers et à leurs différents employés d'acheter des kilos de riz pour effectivement les différentes associations qui sont au plus près des solidarités au quotidien. Et ça, je trouve que c'est remarquable. C'est pas du tout du marketing, parce que connaissant le personnage, c'est pas du tout sa posture. Et pour moi, c'est un signe aussi, quelque part, assez fort d'avoir des start-upers jeunes qui sont capables aussi d'avoir ce grand écart. Deuxième levée de fonds, c'est iAdvise, 15 millions d'euros. Et aujourd'hui, iAdvise, donc, il est dans ce qu'on appelle la relation click-to-chat. C'est-à-dire que vous avez un site web marchand, puis à un moment donné, vous voulez redonner de l'humain dans cette interaction entre un espace web et puis l'utilisateur qui est au bout du clic. Et donc, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a moins de 30 ans et qui a cette ambition de vouloir changer le monde, mais qui est sur Nantes et qui crée de l'emploi sur Nantes. Pour moi, c'est deux exemples effectivement très emblématiques et qui font dire que le label, c'est pas que un label, c'est aussi des levées de fonds, de l'emploi créé localement et surtout de l'emploi durable, parce que toutes les équipes, on les connaît, ces jeunes-là, et leur ambition, c'est pas de se dire je vends ma boîte et puis j'arrête, je joue au golf ou je vais aux États-Unis, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui, si un jour ils vendent, c'est pour ce qu'on appelle un exit dans notre jargon. Il y a besoin à un moment donné de faire des exits pour créer effectivement de la valeur et des fonds qui vont être réinjectés dans la création d'entreprises au sens large sur le territoire. Donc depuis un an, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé, alors depuis le début de la Nantec, je l'a annoncé, on a créé 1661 emplois, pour être précis, sur le territoire. C'est pas rien. On est satisfait de ces premiers résultats, mais on n'est jamais satisfait parce qu'on aimerait en créer encore plus. Ceci étant, dans un contexte un peu défavorable comme vous connaissez, c'est quand même une filière qui crée de l'emploi, encore une fois durable, parce que souvent les gens ils disent oui c'est assez éphémère. Non, les chiffres montrent que c'est quand même, et en plus vu les levées de fonds qu'on a, ça va perdurer. Par contre, on les a pas levés que dans les startups. Parce que souvent ils disent bah oui mais les startups, non c'est pas que les startups. À Nantes on a la chance d'avoir un écosystème riche et varié. En particulier cet écosystème, on a les startups qui font du buzz comme on dit, et qui sont quand même des entreprises qui créent une dynamique, qui fait en sorte qu'on a des gens de Lille, des gens de Paris et même un peu plus loin qui viennent s'installer à Nantes parce qu'ils considèrent que l'écosystème il est jeune et prometteur. C'est Axel Lemaire, la ministre, qui nous l'a dit, et c'est vraiment vrai. Mais on a aussi beaucoup de grands groupes, on a aussi beaucoup de SS2I qui sont ô combien porteurs et pourvoyeurs d'emplois sur le territoire, et on a la chance d'avoir des grosses SS2I, comme on dit, du Proservia, de l'Accenture, qui ont en plus un rayonnement international. Et donc cette variété de l'écosystème, il crée vraiment une richesse sur la filière qui est, pour moi, source aussi de cette attractivité et vitalité de notre écosystème. Et nous, les politiques, nous sommes garants effectivement d'avoir à la fois les start-upers qui créent une dynamique, qui parfois mettent les gens dans la rue. Bah oui, de temps en temps, c'est ça. Juste pour préciser un peu mon propos, il y a des travaux scientifiques qui montrent qu'un écosystème, un bon écosystème fertile, il faut avoir trois dimensions. La première, c'est la rébellion et la culture de la créativité. Si vous regardez un peu ce qui se passe à San Francisco. Et à Nantes, on a la chance d'avoir aussi cette culture de la créativité et un petit peu de rébellion de temps en temps. C'est vrai que quand il y a un petit jeune ornicard qui va un peu titiller des professions réglementées, j'en vois beaucoup qui sourient, on se dit est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Bah oui, on peut avoir un point de vue, mais ceci étant, cet esprit de rébellion, il est là aussi, c'est un peu la marque de fabrique de la Nantaise. Deuxième prise qu'il faut avoir pour un bon écosystème, c'est des talents.
Des talents qui sont souvent les jeunes ingénieurs, les gens qui font du marketing, qui font du commerce international, parce que le côté international, c'est ô combien important. Donc on a la chance d'avoir à Nantes des écoles privées, publiques, universités, des laboratoires de recherche qui sont pourvoyeurs des talents. Aujourd'hui, il y a une formule qui est assez importante, c'est souvent dit la guerre des métropoles sur le numérique, c'est la guerre des compétences. Quand les entreprises viennent sur notre territoire, la première chose qu'ils recherchent, c'est les compétences. Est-ce que vous êtes en capacité de nous fournir tant d'ingénieurs, tant de gens au marketing, tant de designers? Et ça, la réponse est non. Je dis non, malheureusement. Oui, on a des bonnes écoles, mais non, pas suffisamment. Aujourd'hui, on a un déficit de formation et on sait que, mais pas nous, toutes les métropoles et les échelles françaises, c'est encore plus vrai. D'où les actions sur lesquelles on va sur l'école de la seconde chance, qui est en fait une opportunité lancée par le gouvernement de créer justement cette école de la seconde chance pour rendre accessible les métiers du numérique à des gens qui sont souvent en décrochage, qui ne sont pas dans la logique des diplômes et qui pourtant ont des compétences et en tout cas l'envie d'aller justement sur cette filière-là qui est une filière d'emploi maintenant et d'emploi d'avenir. Et troisième prisme, donc au niveau des talents on est plutôt bon, au niveau de la culture rébellion on est plutôt bon, et là on n'est pas bon, le troisième pilier d'un bon écosystème, c'est le financement. C'est l'argent qui doit à un moment donné, l'argent sur des capitaux risqueurs, qui doit se dire oui, je mets de l'argent parce qu'on a besoin de se lancer. Vous allez me dire, c'est contradictoire. Vous m'avez dit, on a les deux startups qui ont levé 15 millions et 10 millions. Aujourd'hui, c'est plus facile de lever 15 millions et 10 millions que d'aller lever les premiers fonds qui sont ce qu'on appelle les fonds d'amorçage, les 100 000, les 200 000, qui vont permettre justement d'aller créer l'activité. Aujourd'hui, on est frileux et à Nantes, on a très, très peu de capitaux risqueurs, on a très peu de fonds et on va les chercher à Paris. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est qu'à un moment donné, c'est quand même plus compliqué. Mais c'est pas problématique. On s'est fait, on va dire, une idée et on sait qu'aujourd'hui, pour aller chercher 10 millions, on n'est pas capable de lever 10 millions avec des fonds nantais. On va les chercher ailleurs et c'est pas plus mal. Et depuis un an, on est enfin visible sur les radars des grands fonds d'investissement, chose que depuis un an, c'était juste pas possible. Et aujourd'hui, lever 10 millions, 15 millions, c'est une première. C'est les plus grosses levées de fonds de l'histoire du web ici à Nantes. On en est très fiers et ces gens-là, ils ouvrent des brèches. Parce que maintenant, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe à Nantes ? Et en plus, on a un petit peu la chance parce que ça tourne autour du e-commerce, des technologies qui font aujourd'hui attirer des capitaux qui sont vraiment présents ici. Donc voilà, pour résumer un petit peu sur comment se porte l'écosystème sur la partie DevEco depuis un an. On est toujours un écosystème jeune et prometteur et on le revendique. On veut être jeune et prometteur sur le numérique. Et Axelle Lemaire, la ministre, elle voit bien que ça bouge à Nantes. Peut-être qu'elle dira, puisque à la fin de l'année, on va être labellisé pour les 3 ans ou pas. Donc on a un deuxième processus. Donc on a été parmi les 9 premiers métropoles labellisées. Par la suite, il y en a eu 4 autres qui ont été labellisés, plus 4 écosystèmes thématiques dans le Grand Ouest pour vous informer. Donc Nantes est labellisé, Rennes est labellisé, Brest est labellisé, Angers est labellisé, mais sur un prisme écosystème thématique sur ce qu'on appelle l'Internet des objets, puisqu'en fait, ils sont la cité des objets. Ils ont construit, ils ont mis à disposition un plateau de ressources technologiques pour justement fabriquer ce qu'on appelle ces objets connectés, la douche connectée, les pièces qui seront dans les voitures de demain, etc. Et donc, ce territoire du Grand Ouest, là, avec nos 4 écosystèmes, on travaille justement, nous aussi, et on a été, Nantes, un peu les fédérateurs, pour créer justement des synergies et avoir des objets communs sur comment on peut travailler ensemble entre Nantes, Angers, Rennes, Brest. Et c'est encore une fois de notre responsabilité de pouvoir créer cette dynamique, cette alliance des territoires sur le prisme du numérique. Et on est en train d'identifier des objets communs sur lesquels on va travailler ensemble. Donc, sur ce volet-là, rendez-vous fin d'année, on redépose notre dossier pour savoir, en gros l'idée c'est, ça fait 1 an que vous êtes labellisé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la dynamique elle est partie? Donc là pour l'instant, nous on a les chiffres de l'emploi, on a un observatoire des usages qui nous montre aussi, on a des choses qui se passent comme le Startup Palace qui est aujourd'hui un espace complètement privé qui permet d'accueillir des start-upers et surtout d'avoir des lieux pour créer du lien. J'aime bien cette expression-là. Et dans le numérique, dans l'univers des startups, c'est indispensable. On ne peut pas travailler tout seul. C'est vrai dans tout l'univers de l'entrepreneuriat, mais dans les startups, c'est encore plus vrai. Puisqu'en fait, ils ont besoin à un moment donné d'avoir des conseils. Qui plus est, quand ils vont chercher des fonds, on a besoin à un moment donné d'avoir des réseaux qui s'ouvrent. Et c'est encore plus vrai dans le numérique, surtout quand vous êtes à la recherche de fonds et vous êtes en train de chercher ce qu'on appelle votre pivot. Dans le monde des startups, c'est qu'en fait, on a une idée, mais on n'a pas le modèle économique. Mais on est petit, on croit qu'on est dans le vrai, mais on n'est pas vrai.
Et en fait, il faut rencontrer des gens qui vont vous casser votre modèle économique, la vision des choses, qui vont vous adapter un petit peu votre produit, votre service. Vous allez pivoter. Souvent, il faut 3-4 pivots, comme on dit dans le monde de start-up, avant d'avoir quelque chose qui soit, je vais le faire en anglais, qui soit capable de passer à l'échelle mondiale. Donc, ce qui est scalable en anglais, c'est un terme un peu compliqué. Mais tout de suite, il faut qu'on ait un modèle qui soit capable, effectivement, d'embrasser le marché à l'échelle internationale. C'est ça la définition du start-up. À la recherche de son modèle économique, je pivote, jusqu'à un moment donné arriver à un modèle qui soit viable et scalable. Je termine juste cette petite avant-propos avec une petite vidéo qui est en fait... Oh là là, il y a toujours plein de choses qui se passent. Je vais la remettre depuis le début quand même avec tout l'ensemble. Qui est en fait la vidéo qu'on a inaugurée il y a 15 jours avec Johanna Roland, qui représente un peu l'esprit Nantes Tech, développé par l'agence Nantes Saint-Nazaire, pour montrer effectivement à des gens, pour donner envie de se dire pourquoi vous viendriez à Nantes. Et vous allez voir qu'on a gardé l'esprit du passé, parce qu'on est attaché à cette mémoire. Et en fait, le numérique est non pas une renaissance, mais un second souffle du territoire sur lequel on essaye de se dire, si vous venez à Nantes, voilà ce qui peut se passer. Croissance en France de l'emploi sur le numérique depuis 5 ans, c'est vrai, ça a été avéré. Au prorata, effectivement, en termes de Lyon a plus de croissance en termes de volume d'emploi, mais au prorata du nombre d'habitants, on est première croissance du numérique. Donc voilà sur le volet d'Eveco. Alors, tic. Donc bien évidemment, ce volet Nantes Tech d'Eveco, c'est uniquement une partie de ce qu'on développe avec Johanna Roland sur cette vision du numérique, on va dire, sur les territoires. Alors attendez, hop, voilà. Et donc cette vision de la Smart City à la nantaise, en fait, elle est beaucoup plus large que simplement parler de l'emploi numérique. Ça reste une priorité, l'emploi numérique. On a effectivement une politique qui est plutôt... on va dire engagé sur cet axe-là, mais pas que. Donc cette notion de Smart City à la nantaise, alors on a repris volontairement le terme Smart City pour être excusez-moi pour les termes anglais, mais c'est pour être vraiment en adéquation avec ce mouvement de ce qu'on appelle, non pas les villes, c'est mal traduit en français, Smart City, la plupart des gens traduisent ça en ville intelligente, c'est pas du tout la traduction qu'il faut avoir, ça serait plutôt ville astucieuse si vous voulez vraiment avoir une traduction littérale, sauf que nous en fait chacun adopte sa définition. Et donc la définition que nous on a adoptée, à poser avec Johanna Roland, c'est cette vision de non pas une ville intelligente, puisque la ville intelligente qui serait quelque part l'émanation du numérique technocentré, on en met un peu partout, on met des capteurs, et puis du coup les algorithmes régissent la ville de demain, et puis en fait voilà, la ville intelligente, ça serait le numérique via les algorithmes qui ferait la ville. C'est juste pas ce qu'on veut, c'est juste pas ce qu'on croit, c'est juste complètement stupide de croire ça, et c'est surtout pas ce qu'on veut développer à Nantes. Premier élément. Deuxième élément, on a une singularité à Nantes, c'est-à-dire qu'avec Johanna Roland, on est convaincu que la Smart City à la nantaise, c'est pas la même Smart City qu'à Bordeaux, qu'à Nice ou qu'à Lyon, ou qu'à Barcelone, ou qu'à Dublin. Et aujourd'hui, le discours d'un Smart City, il est souvent porté par des grands groupes, comme IBM, comme Cisco, qui voient dans cette ambition de la Smart City des marchés extrêmement juteux, et qui ne voient souvent que l'aspect technocentré de la Smart City. C'est-à-dire comment on outille, on met d'infrastructures, et on outille avec des systèmes d'information un peu complexes, une ville pour améliorer les flux.
quelle que soit la nature de ces flux, les flux de transport, les flux informationnels, les flux prédictifs pour essayer justement de décongestionner la ville. C'est pas que c'est pas faux ça, c'est pas qu'on n'a pas besoin de ça, mais c'est pas que ça la Smart City. Certaines villes ont adopté cette définition très technocentrée. Si je prends Nice par exemple, Nice, on appelle dans notre petit milieu un peu de chercheurs, parce que je suis aussi chercheur un petit peu sur ces enjeux aussi, on appelle Nice et IBM Inside, parce que Nice en fait ils ont signé avec IBM, et donc Nice, IBM est en train de développer en France en disant je développe Nice, et en fait ils sont en train de faire cette ville ultra méga connectée avec les lampadaires connectés, avec des caméras, des vidéocaméras surveillance partout pour gérer les flux mais pas que, et voilà, en fait vous êtes sur la ville algorithme qu'on veut surtout pas et qui est très réductrice, en fait c'est pas ça le numérique au service d'une ville. Donc la fabrique de la ville pour nous de demain, et la définition qu'on adopte, c'est la ville des intelligences. C'est-à-dire que quand vous posez cette définition, c'est-à-dire qu'on remet l'humain comme étant, c'est d'abord une ville vivante. C'est une ville dans laquelle, effectivement, l'humain est au cœur des processus et le numérique est au service de la fabrique de la ville où l'humain doit rester au cœur de tous les processus de décision et au cœur de tous les systèmes informatiques qu'on peut mettre en place. Donc c'est la ville des intelligences mises en réseau pour fabriquer du commun. Cette fabrique du commun, on revient sur une valeur fondamentale, ce commun. Ce commun, ça peut être un bien commun, un espace commun, un service commun, et même du sens commun. C'est-à-dire comment, effectivement, on crée aujourd'hui une ville qui crée du sens. On revient sur des modèles un petit peu moyenâgeux de la ville qui crée du sens, où on a des gens, on a des lieux pour créer du lien, comme j'ai déjà dit. On a un bel exemple, parce qu'effectivement, quand on a posé cette définition avec Joanna Roland, c'était juste à la suite du lancement du miroir d'eau. Et quand on voit le miroir d'eau, en fait, c'est vraiment un lieu qui crée du lien. Et c'est ça, la Smart City. Pour nous, ça, c'est l'incarnation d'une Smart City. Parce que quand vous voyez sur le miroir d'eau des gens qui sont... Alors, on a pris des photos assez rigolotes avec Carlos Moreno, que vous connaissez peut-être, qui est un spécialiste de la Smart City, qui était présent au forum Smart City, qui était notre grand témoin et qui, je l'espère, mais normalement c'est bien parti, sera notre conseiller scientifique sur la Smart City à la Nantaise. Il a pris des photos qui étaient juste exceptionnelles. Vous aviez des danseuses qui, à un moment donné, avaient des groupes d'enfants avec des personnes qui étaient en fauteuil roulant. Et puis les gens, ce lieu-là, ils ont commencé à se parler. Et ça, c'est juste pour nous, c'est ça la Smart City. Le reste, c'est la technologie au service des grands groupes qui veulent faire de l'argent. Je caricature, mais c'est un peu, en tout cas, l'état d'esprit dans lequel on va. Mais on a besoin aussi de ces infrastructures pour quand même, à un moment donné, fluidifier la ville. Et donc pour fabriquer ce commun qui pour nous est la seule énergie durable de la ville vivante de demain. Cette ville vivante qui doit remettre le faire ensemble à tous les étages. Et ce concept d'innovation inclusive partout c'est pour tous, c'est vraiment encore une fois une doctrine, une posture politique sur laquelle on s'engage avec Joanna Roland. L'innovation ne doit pas être juste portée par les geeks, technophiles, start-upers, non. L'innovation, elle doit aussi être portée dans les quartiers, elle doit aussi être accélérée, accompagnée dans les différents lieux publics, mais pas que publics. Alors, on va pas aller jusque dans le privé, mais on aime bien aussi cette logique de se dire les partenariats publics-privés, il faut qu'on les incite, il faut qu'on les accélère. Un exemple très simple pour vous illustrer, avant de rentrer un petit peu sur les grands plans, ce qu'on entend effectivement par cette Smart City à la Nantaise. J'ai pris cet exemple, qui est un exemple réel, fictif, puisqu'il est réel, puisqu'en fait c'est un poulailler connecté. Il est réel parce que c'est certains le connaissent, c'est le Pool Palace qui a été pendant tout l'été, qui a fonctionné. Donc c'était un poulailler collaboratif où il y avait 2 poules qui étaient dans ce poulailler. Vous avez vu, on est sur l'île de Nantes. Et puis ces 2 poules, pour pouvoir les faire vivre, il y avait du collaboratif qui était mis en place. Donc vous voyez bien ici, c'est qu'en fait, c'était porté par une association qui a souhaité montrer qu'effectivement, que quand on crée des lieux sur l'espace public, qui plus est quand ces lieux ont de la vie, en l'occurrence 2 poules, les gens vont se déplacer pour les faire vivre et donc on favorise la rencontre et on crée du lien. L'idée du poulailler urbain connecté, c'est une étape supplémentaire pour vous montrer en quoi la technologie doit être au support du lien social et ne doit pas se substituer à quelque chose qui serait un poulailler super connecté qui fait l'omelette au final. Je vous explique comment ça marche, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Alors ça, c'est une projection qu'on a fait avec des étudiants de l'école de design, où on a imaginé en quoi un objet connecté pouvait créer du lien social. Et parce que les objets connectés, souvent, c'est la caricature du gadget qui ne sert pas à grand-chose. On va connecter un micro pour faire quoi ? Pas d'intérêt. Là, l'idée du poulailler urbain connecté, c'est de se dire, les poules, elles ont des graines qui sont dispositionnées dans un petit couvercle. Et en fait, on met un capteur en dessous de pression qui va permettre en fait de pouvoir automatiquement détecter qu'il n'y a plus de graines dans l'assiette. De la même façon, les poules, elles pondent des œufs. Les œufs, on va faire un peu comme dans les services à la poste à l'époque où vous aviez des petits tickets. Les œufs, ils vont descendre automatiquement et avec des capteurs de pression, on va les auto-guider en disant tu vas là, tu vas là, tu vas là. Et en fait, il y aura des petits casiers où les gens vont pouvoir à un moment donné aller automatiquement et en libre service, parce qu'ils auront un code, aller chercher un œuf.
Donc on a bien ici le prisme de se dire il faut qu'on crée une communauté pour d'une part pouvoir sauver les poules et elles aient toujours à manger, et puis d'autre part se dire bah tiens on va aller ramasser des œufs ensemble et puis c'est plutôt bien. Et donc là l'idée c'est d'avoir une application qui va créer du lien virtuel, on se connaît pas, peut-être qu'on va tous utiliser le poulailler urbain connecté, on se connaît pas, sauf que quand on va aller chercher les œufs ou donner à manger graines au poulailler, bah là on va se rencontrer physiquement. Donc vous voyez après l'idée c'est de se dire que comment effectivement via un objet on va dire complètement connecté, mais là pour le bien des causes, on arrive à créer du lien social. Et c'est ça l'esprit, et c'est sur cet exemple un peu simpliste, c'est vraiment l'esprit qu'on veut incarner avec Johanna Renaudin, c'est de se dire comment aujourd'hui les technologies viennent au support en accélérateur de lien social. Là, on est sur l'innovation qui est un peu entre grands écarts, parce que là, c'est en termes d'objets connectés, c'est pas rien à faire. Hein. Enfin, c'est faisable, on l'a fait sur des petits prototypes, mais c'est quand même assez sioux, comme on dit. Sauf que c'est pour un objet, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple, parce qu'il est complètement radical à des choses très connectées, où des fois on se dit, bon, le pomme de douche connecté, c'est bien, mais bon. Et donc pour en revenir effectivement à la vision qu'on développe avec toute l'équipe, de façon très transverse sur les différentes politiques de la ville et de la métropole, aujourd'hui, au cœur de cette Smart City à la nantaise, on a cette doctrine politique, la ville vivante, où l'innovation inclusive est partout, par toutes et tous et pour toutes et tous. Et quand on dit ça, j'ai décliné ici les 7 grandes facettes, c'est pas les 7 boules de cristal, hein, mais c'est les 7 grandes facettes qui correspondent à des engagements sur lesquels, effectivement, on mise nos politiques. La première, je vais commencer par en haut à droite, hein. Donc c'est la ville facile. Donc l'idée, c'est de se dire comment demain on fabrique une ville où, au quotidien, on a des services qui vont nous rendre la ville, les déplacements, mais pas que, les rencontres faciles au quotidien. Donc sur cet axe-là, je vous ai donné quelques exemples. Le plan d'action, il fait 101 actions, donc je ne vais pas toutes vous les présenter ce soir. Je préfère zoomer sur quelques exemples et puis vous faire comprendre un petit peu l'esprit sur chacun des 7 prismes dans lesquels on va. Donc sur Ville Facile, donc dans ma poche, vous l'avez peut-être entendu parler, c'est cette application qui est une première en France, puisque en fait cette application, elle vise à agréger tout un tas de microservices qui sont dans l'hyper-proximité. À 10h10, à 11h11, à 12h12, on n'a pas les mêmes besoins si on est en déplacement dans la ville ou si on va aller chercher son enfant, etc. Donc, on a développé un pilote d'application qui est aujourd'hui téléchargé à plus de 17 000 téléchargements dans sa version pilote, ce qui est plutôt bien pour une application, et qui en fait rassemble des microservices du type quand est-ce que le prochain bus va arriver à mon arrêt, et mon arrêt c'est pas celui, enfin voilà, c'est pas une application, c'est celui-ci en temps réel. Moi j'utilise souvent parce que le matin ma fille elle part à l'école de bonne heure, elle a 12 ans et donc voilà, l'arrêt de bus il est pas très loin, et au lieu de la faire partir à heure en disant bah, tu pars à 40, bah, l'idée c'est que moi je regarde quand le bus il arrive et grosso modo je la fais partir que 2 minutes avant. Ça peut paraître comme ça banal, mais n'empêche que ne faire en sorte qu'elle soit pas 3 minutes en train d'attendre dans le noir le matin à 8h, moi ça me rassure. Et donc ça, on voit bien qu'on est sur une application là de se dire tu pars maintenant parce que tu y es dans 1 minute et c'est largement suffisant. Donc ça c'est dans ma poche et on a tout un tas d'applications, qu'est-ce qu'elle mange le midi à l'école, voilà. Donc je vous laisse découvrir un petit peu ces fonctionnalités. Ce qui est intéressant aussi dans ma poche, c'est ce côté collaboratif qui est vraiment incarné, puisqu'en fait, le socle technologique, il est porté par Orange, mais on a développé toute l'application avec des groupes de travail qui sont des Nantaises et des Nantais qui nous disent encore quel microservice moi je souhaiterais avoir et qui me sont utiles. Donc on est sur le prisme 100% utile, 0% futile. On a fait plein d'ateliers, alors peut-être certains dans la salle y ont participé, je vous en remercie. On va continuer à en faire, puisqu'en fait là on est vraiment sur une version pilote. Et on intègre à la fin de l'année qui va sortir la première version, la version officielle, qui sera plutôt peut-être en janvier 2016. On va intégrer d'autres microservices et en plus des microservices qui émanent des start-upers locaux, qui ont des solutions qu'on a intégrées. Et là c'est pareil, c'est une première en France. Avec Orange, on a réussi à faire en sorte d'avoir un grand groupe qui aujourd'hui se dit ok, ben, je vais changer un peu ma façon de faire, je vais intégrer en ce qu'on appelle l'innovation ouverte des microservices proposés par des entrepreneurs locaux. Et donc là, on a vraiment révolutionné la démarche. Et c'est une première en France, et d'ailleurs, Orange est très content de valoriser cette démarche-là sur le territoire. Deuxième exemple, plateforme citoyenne qui va sortir à la fin de l'année. Donc c'est une plateforme numérique citoyenne qui va permettre à tout à chacun d'aller
consulter tous les projets qui sont en cours d'élaboration dans son quartier, mais pas que, on peut aussi s'intéresser à un quartier à proximité. C'est une plateforme qui va permettre à tout à chacun d'aller proposer des idées, d'aller annoter, commenter. Pour moi, c'est ce qui permet aux gens qui n'ont pas l'habitude de parler ou qui ont peur de parler en public, de reprendre la parole et de s'engager sur la fabrique de la cité avec les autres. C'est pareil, c'est quelque chose qui va rentrer dans une version pilote. On a une posture qui est, on fait avec les Nantaises et les Nantais. On ne dit pas, voilà l'application, et maintenant c'est comme ça, vous l'utilisez. On est vraiment dans cette approche qu'on appelle de co-construction, qu'on entend partout, mais en réalité, c'est-à-dire grosso modo, c'est un pilote, vous pouvez critiquer, s'il vous manque des choses, vous nous le dites, et on est vraiment en échange constant, en direct sur le web, mais aussi avec des ateliers, parce qu'on se rend compte que ce qu'on a mis en place dans ma poche comme démarche, ça marche vraiment bien. Moi j'ai été surpris quand on a lancé un appel comme ça sur les réseaux en disant qui veut venir le soir, il n'y a pas de rémunération, est-ce que vous voulez contribuer à ? Et bien on s'est rendu compte qu'on avait au moins 30 personnes qui en même pas une journée ont dit moi je suis prêt à. C'est pas rien de mobiliser, ce soir on n'est pas 30 personnes pour en plus du travail à côté pour venir le soir pour pouvoir effectivement construire ensemble et donner son avis sur qu'est-ce que je voudrais moi comme application. Et ça a été vrai pour différents types d'ateliers. Autre exemple, troisième exemple, sur le coffre-fort. Donc oui, la plateforme citoyenne, elle va être lancée, vous allez en entendre parler, en version pilote, novembre ou décembre, on va voir en fonction de tout ça. C'est un enjeu fort aussi, puisqu'en fait on répond à un enjeu de mandat de Johanna Roland, qui est le dialogue citoyen. C'est un des outils du dialogue citoyen. Loin de nous l'idée de se dire que le numérique, c'est la baguette magique et on va faire en sorte d'avoir un engagement citoyen de fabrique de la ville de tous les Nantais. On en est convaincu. Et on n'est pas non plus béat devant le numérique, au contraire. C'est pour ça qu'on a une approche très pragmatique. On lance les projets, et puis on écoute. À la rigueur, ma posture, c'est même pas peur. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Si vous dites c'est nul, très bien, on l'entend et on continue. Et ça, encore une fois, Johanna Roland impulse cette démarche, et je trouve que c'est vraiment une autre façon de lancer les projets en mode pilote, conforter des choses qui sont... dont le périmètre fonctionnel est bon, c'est-à-dire que c'est pas un... Souvent les gens disent c'est un pilote, ça veut dire qu'il n'y a pas tout. Si, il y a quand même toutes les fonctionnalités qui sont là, mais justement on est là pour les casser, les critiquer. Troisième exemple, le coffre-fort numérique. J'ai combien de temps ? Parce que moi je peux parler des heures. Si tu me dis, parce que... Encore 20 minutes. Ah d'accord, ouais très bien. Alors sur le coffre-fort numérique, là c'est vraiment un enjeu aussi, le numérique au service des solidarités, vraiment pour aller... accompagner les gens qui peuvent être... Dans un premier temps, on va travailler avec le CCAS et les gens qui sont un peu... qui subissent parfois des agressions, on va dire, de se dire que voilà, il me faut tel formulaire, vous avez votre pièce d'identité, vous l'avez pas, non, c'est assez compliqué. Donc c'est déjà des gens qui sont en fragilité par rapport à une intégration des liens sociaux qui sont parfois un peu distendus et sur lesquels on souhaite vraiment adopter cette approche. Vous nous le dites une seule fois et on n'en parle plus. Donc vous nous donnez votre carte d'identité, elle est numérisée, elle est dans un coffre-fort qui est personnalisé, qui est sécurisé par un tiers de confiance et sur lesquels c'est bon, vous pouvez respirer et libérer un petit peu vos énergies si vous n'avez pas le formulaire. Et donc on va mettre dans ce coffre-fort numérique, et il va être généralisé à tous les Nantaises et les Nantais, mais on prend ce prisme d'abord des populations qui sont en fragilité, parce qu'on sait qu'il y a un réel besoin. Et ensuite, dans ce coffre-fort numérique, vous allez pouvoir sauvegarder toutes les relations que vous aurez avec les collectivités, donc les factures à terme, etc. Donc vous allez avoir cet espace qui va vous être mis à disposition et qui permet vraiment de casser en fait cette fracture qui peut exister sur le lien social, l'intégration sociale de certaines personnes défavorisées. Et on va expérimenter ça très rapidement aussi, c'est pareil, c'est plutôt fin d'année, début d'année, fin d'année là, début d'année 2016. Là c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez inédit, sur lequel on a un engagement fort de Johanna Roland. Le compte métropolitain unique, là on est dans la logique de la simplification, c'est-à-dire comment aujourd'hui on arrête de vous demander 10 logins, 10 mots de passe, 10 logins, 10 mots de passe pour des choses qui sont suffisamment proches, et en tout cas sur lesquelles nous les collectivités, nous avons des responsabilités. Donc on va unifier, et vous aurez plus qu'un seul login, un seul mot de passe pour faire en sorte d'avoir cette simplification administrative, mais là, réelle, dans les faits. Et souvent, c'est vrai que c'est quand on arrive sur des trucs, encore un login, un mot de passe, c'est pas encore, etc. Sur l'axe ville solitaire, le numérique est un accès à l'égalité réel, et on veut l'incarner réellement par, je vous ai mis quatre
4 actions qui sont un peu différentes, mais qui expriment bien cette solidarité. Le premier, le très haut débit pour tous. Donc vous savez que on a, on va dire, une bienveillance respective avec les opérateurs. Le déploiement du très haut débit chez les particuliers, c'est pas les collectivités qui accompagnent. Par contre, c'est les opérateurs. Par contre, on est bien évidemment en vigilance, on est en bienveillance réciproque, comme je viens de dire, pour faire en sorte de se dire, vous avez des contingences financières que vous préférez déployer plutôt telle zone que plutôt telle autre. On a quand même, nous, un mot à dire pour dire, là, par contre, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais on préférerait que vous déployiez plutôt cette zone-là pour des raisons qui sont les nôtres, d'aménagement urbain. Et donc, on a aujourd'hui la chance d'avoir un dialogue réciproque et une bienveillance réciproque qui fait que le déploiement à l'échelle nantaise se passe très bien et à l'échelle métropolitaine, on est en cours de déploiement et on aura un calendrier des opérateurs fin d'année qui vont nous projeter leur déploiement commune par commune à l'horizon 2020. Bien évidemment, nous, ce qui nous ressort, c'est les écoles. Donc aujourd'hui, il reste quelques écoles qui sont encore en souffrance sur lesquelles on est en train de résoudre, mais très peu, donc on n'est même pas à 10%. Et puis on a une ambition effectivement d'amener le très haut débit dans les écoles, puisqu'aujourd'hui, sans très haut débit, au moins à l'horizon 2020, on aura du mal à innover dans les usages et en tout cas impulser une dynamique d'innovation pédagogique dans les écoles si aujourd'hui on n'a pas la possibilité de vous montrer, comme c'est fait ici, une vidéo en direct. Alors sur le Wi-Fi gratuit, la posture, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur le Wi-Fi, on observe les usages pour déployer du Wi-Fi là où les usages sont, ou en tout cas seront demandés. Aujourd'hui, je suis convaincu, on va lancer une expérimentation, c'est-à-dire qu'on va déployer le Wi-Fi, 3 expérimentations courant 2016, plutôt dans des expérimentations type du trajet. On a les résultats d'un premier observatoire des pratiques. En fait, nous, on est très pragmatiques, d'accord ? Donc, c'est peut-être le côté scientifique qui remonte, mais on aime bien, avant de se dire, la doctrine, c'est ça, on observe, et ensuite, voilà, c'est l'approche observation, et ensuite généralisation et action. On a lancé un observatoire des pratiques des usages du numérique, sur lesquels on se rend compte que les gens veulent du Wi-Fi exclusivement, qui plus est dans les quartiers prioritaires, dans leur trajet, en l'occurrence le tramway. Donc on va lancer une expérimentation pour voir, entre la demande et l'usage, est-ce qu'il y a réellement une adéquation. Parce que souvent on a des demandes, je prends sur l'open data, on avait des demandes des journalistes pour dire qu'il faut absolument publier ça, et on s'est rendu compte qu'on les a publiés et ils ne sont pas utilisés. C'était une demande pour dire on aimerait bien l'avoir, mais en fait, il faut qu'on l'a, non, on ne va pas le chercher. Donc très pragmatique, on va observer les usages en déployant des expérimentations qui sont une expérimentation mobilité et Wi-Fi, une expérimentation lieu de vie et Wi-Fi, et puis une troisième expérimentation qui sera peut-être plus lieu de travail et un peu ouvert. Et une fois qu'on observera les usages, là on va pouvoir tirer des leçons et déployer le Wi-Fi. De façon, si on se rend compte que les usages sont en adéquation. Sur l'éducation ouverte de 3 à 103 ans, donc là c'est encore une fois un des enjeux très forts de Johanna Roland, qui est de se dire aujourd'hui, l'expression 3 à 103 ans, elle veut vraiment montrer qu'aujourd'hui, éduquer au numérique, il y a des fractures d'usage qui sont à différents âges. On a des fractures d'usage. La fracture, on va dire, la fracture classique qui est l'équipement, c'est vrai qu'il y a encore des foyers qui sont peu équipés. À Nantes, notre observatoire montre qu'on a la chance d'être en avance par rapport à d'autres villes. Donc la fracture sur l'infrastructure, l'équipement Internet, les tablettes, les PC, les Mac, c'est un vrai faux problème, comme je dis. C'est-à-dire que c'est un problème qui va se tendre à, entre guillemets, s'effacer avec le temps. Par contre, la fracture sur les usages, là, celle-ci, c'est un réel problème. Et c'est pas que les gens qui sont défavorisés, c'est pas que à 10 ans, c'est pas que à 16 ans. Aujourd'hui, je prends un exemple sur lequel moi je travaille beaucoup et sur lequel on a un enjeu fort, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans les TPE-PME, là, il y a une vraie fracture d'usage. Ce qu'on appelle la digitalisation des TPE-PME, aujourd'hui, les gens, ils savent pas faire.
Pour moi, c'est une fracture d'usage. Pour ça. Et le 3 à 103 ans, c'est pas pour dire que des personnes qui sont un peu plus sages et âgées sont en décalage par rapport aux usages. Et non, parce qu'il y a des gens qui tweetent, il y a des gens qui savent utiliser les outils numériques au quotidien pour leurs besoins, qui sont différents que quand vous avez 40 ans, vous êtes dans une TPE, et là, vous êtes obligé de vous y mettre parce que sinon, vous avez un petit peu une pression socio-professionnel qui fait que vous êtes en tension. Qui est encore différent de quelqu'un qui a 20 ans, qui a des usages, qui doit se dire il faut que je me mette au numérique parce que c'est une des compétences nécessaires pour pouvoir accéder à l'emploi. Donc ce plan de la formation d'éducation ouverte de 3 à 103 ans, c'est de se dire comment on met tous les acteurs qui aujourd'hui sensibilisent sur le numérique, depuis l'école primaire, en passant par les collèges et lycées. J'ai vu qu'il y avait les gens de la FAL tout à l'heure, merci d'être là, on va discuter. Et on va aussi mettre des gens qui s'intéressent à la transition numérique des TPE, PME, PME, des gens qui ne sont pas dans le numérique, des commerçants. Et puis on va aller jusqu'à l'intergénérationnel et se dire qu'aujourd'hui, comment on sensibilise effectivement à il y a des associations comme Mediagraph qui sensibilisent des personnes un peu plus âgées sur se dire c'est quoi Candy Crush et pourquoi mon fils il joue à Candy Crush et est-ce que c'est grave si Facebook on y passe plus de 2 heures par jour. C'est ça l'éducation ouverte, c'est de dire que l'éducation nationale n'a pas le monopole de l'éducation sur le numérique, au même titre que des associations n'ont pas le monopole, mais il faut mettre tout le monde autour de la table pour avoir, on va dire, éviter des fractures, ce qui serait de se dire, moi, ma fille, elle va, elle va chez Ping, justement, le petit Fab Lab, et elle fait des choses, elle arrive à l'école, elle fait des choses qui sont décalées, et parce qu'elle n'a pas le même matériel. C'est juste pas possible, ça. Il faut faire en sorte que ce qui se passe à l'école, ce qui se passe en périscolaire, ce qui se passe en extrascolaire, ce qui se passe dans l'entreprise, on arrive à voir ce qui s'y passe, justement, et faire en sorte que tous les acteurs puissent niveler une éducation ouverte de 303 ans. Et ça, je vais vous dire, ça n'existe pas en France. C'est cette logique de se dire, à un moment donné, il faut qu'on ait... Alors c'est pas une offre de formation, hein, mais c'est plutôt une cohérence dans les différents temps de la sensibilisation au numérique pour les différents âges. Et donc l'école de la deuxième chance, et pas de la seconde chance, s'inscrit pleinement ici. Vous savez que le gouvernement a annoncé justement la grande école du numérique. Cette grande école du numérique s'inscrit dans cette démarche de se dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont diplômés dans le numérique, ils s'en sortent. On est ingénieur, on a un DUT, c'est très bien. Les gens qui sont un peu défavorisés, et le numérique, c'est une opportunité d'insertion professionnelle. Et il faut faire en sorte de faire des formations courtes, adaptées à des métiers tout de suite et maintenant, et pas anticiper effectivement dans 5 ans, pour justement résorber cette crise des compétences qui est la nôtre. Aujourd'hui, à l'échelle de la région, on a 1000 postes en déficit. C'est dommage, alors qu'il y a des gens qui sont au chômage. Donc comment on fait pour faire des formations très courtes, accessibles à tous, et surtout relancer la parité dans la filière, puisqu'aujourd'hui, on a aussi un gros problème, et c'est un problème des sciences en général, qui est de se dire aujourd'hui c'est une filière très peu féminine, au même titre que toutes les sciences. Donc il faut aussi qu'on arrive à travailler sur, très en amont, la culture scientifique et technique, sensibiliser les femmes du numérique, pour dire que dans le numérique, il n'y a pas que développeurs en réseau, qui sont des métiers un peu parfois effectivement rebootants. Il y a tout un pan sur les designs de services et l'Internet des objets connectés qui aujourd'hui est largement ouvert pour ce type de métier. Sur la ville sobre, donc là on est vraiment sur l'adéquation entre transition numérique et transition écologique, puisqu'en fait les deux sont pour nous de pair, l'un étant un accélérateur de l'autre. Aujourd'hui, on a déposé un projet en partenariat avec Copenhague et puis Hambourg. C'est un projet qui s'appelle, Green Together, donc ensemble, vers ensemble, je ne sais pas comment le traduire, en tout cas, développement durable ensemble. Donc c'est un projet européen, H2020, où l'idée c'est de développer un démonstrateur avec de la rénovation énergétique, avec ce qu'on appelle des réseaux de chaleur, avec des prises électriques, des prises Wi-Fi diffusées sur tout un quartier expérimental. L'idée, c'est de faire un laboratoire d'expérimentation avant d'essaimer par la suite, voir si c'est viable, voir si les gens vont s'approprier et l'utiliser. Et donc, ce projet H2020, on attend la réponse. C'est un projet européen avec des financements assez importants. Excusez-moi. Ah, c'est bon ? Pardon. H2020, oui, c'est Horizon 2020. Hambourg, Copenhague, Nantes. Voilà. Et donc chacun a un peu sa spécialité, et nous on a plutôt cette spécialité sur, on va dire, ce qu'on appelle alors, les smart grids, c'est justement de développer des écosystèmes d'optimisation de l'énergie, de façon très large. Donc la chaleur, la production d'électricité, etc. Smart water, c'est pareil, c'est comment aujourd'hui on utilise le numérique pour faire en sorte d'avoir de l'optimisation sur la gestion d'eau. Aujourd'hui, le chiffre, grosso modo, mais je crois que c'est 15% de la consommation d'eau, c'est des fuites. C'est juste pas possible. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête. L'eau est une ressource ô combien
rare et précieuse. Il faut qu'on arrive à... Et donc aujourd'hui, il y a des systèmes où en fait on envoie à un moment donné. Le numérique est vraiment utilisé ici comme... Alors c'est un exemple, hein, forcément, la détection de fuite. Mais il y a d'autres travaux qui sont réalisés sur lesquels, effectivement, là encore une fois, on travaille sur des logiques partenariat public-privé. Hein. C'est pas la collectivité qui porte seule ces dossiers-là. Hein, parce qu'effectivement, dans le dossier Green Together, hein, s'il y a des grands noms de l'énergie, il y a des grands noms de l'eau. Et puis il y a aussi des start-upers. C'est ça aussi la posture nantaise, c'est d'avoir associé des petits à des gros pour aller justement faire l'innovation un peu plus ouverte. Juste exemple aussi, à Nantes, on a la chance de déployer 3000 compteurs Linky, qui sont ces compteurs un peu intelligents, qui permettent à tout à chacun. Donc il n'y a rien à faire, hein, on vient chez vous, c'est gratuit, on vous change votre compteur électrique, et vous avez un compteur dit intelligent qui, pour le moment, est surtout utilisé pour faire du relevé de compteur à distance. Ça vous évite d'avoir les petits papiers, vous prenez rendez-vous, c'est embêtant. Mais à terme, ça va vous permettre, vous, d'avoir ce qu'on appelle de la restitution de données, qui va vous permettre de vous accompagner sur attention, là je consomme beaucoup, faut peut-être que je fasse attention, faut peut-être que... Donc vous sensibilisez un peu sur votre consommation pour faire en sorte qu'effectivement, collectivement, on arrive à réduire quelque part notre consommation en électricité. Pareil pour le gaz. Donc il y a vraiment une vertu de se dire on restitue à l'utilisateur autre chose que sa facture en euros. On essaie de l'accompagner sur sa consommation, on essaie de lui dire voilà c'est peut-être et peut-être automatiquement faire du chauffage automatique et des choses comme ça. On sait ce qu'on appelle en dessous, le gros mot c'est le big data, mais faut l'oublier celui-là. Sur la ville d'expérimentation, je vais accélérer par la suite. Hein. Donc là l'idée c'est vraiment de se dire que Nantes est un territoire, encore une fois vous avez vu, je vous ai montré qu'on expérimente beaucoup, on n'est pas convaincu d'eux. On expérimente, on observe et ensuite on généralise. Donc sur cette ville d'expérimentation, on observe que la façon de travailler change. Il y a tout un tas de ce qu'on appelle les tiers-lieux d'innovation qui émergent. Alors je vous ai mis des choses qui sont peut-être incompréhensibles, hein, les Fab Labs, les User Labs, les Media Labs, les Change Labs. Et puis c'est des lieux pour créer du lien. Un Fab Lab, un exemple, c'est... donc là sur l'île de Nantes, vous avez une association qui s'appelle Ping et qui reçoit des gens, des bidouilleurs. Il y a eu un festival pendant la Nantes Digital Week, là, qui sont des bidouilleurs en tout genre, qui à un moment donné veulent... Ils ont un projet, vous voulez faire une nouvelle éolienne portative, vous voulez faire un vélo couché, vous voulez faire un biotope. Le dernier que j'ai vu ce week-end, c'est assez rigolo, c'était dans une cuisine, quelqu'un qui a fait un système de biotope avec les poissons, et au-dessus vous avez le thym, le romarin pour faire la cuisine, et puis tout ça c'est en auto-régulation, parce que ils ont développé un biotope, et bon, le numérique permet à un moment donné de mettre tout ça en branle. Le conseil est allé visiter le Fab Lab. Très bien. Certains membres du conseil. Très bien. Donc on voit bien ici que c'est un tiers-lieu d'innovation où en fait l'idée c'est chacun vient et oublie son costume de la journée. Hein. Vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas au chômage, vous n'êtes pas étudiant, vous êtes quelqu'un qui a envie d'échanger des idées. En plus dans le Fab Lab, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette envie de commun, c'est-à-dire que tout ce que vous faites au Fab Lab, la documentation, vous le mettez libre d'accès à tout le monde. Mais le monde, c'est le monde entier. Et je prends toujours cet exemple sur les Fab Labs parce que je le trouve vraiment caractéristique, qui est ce fameux Rennais qui avait une prothèse, qui était en fait né avec une main en moins, et qui est allé, qui était victime de toutes les prothèses jusqu'à présent, qui n'étaient pas très bien adaptées et qui coûtaient très cher, et qui était allé en fait télécharger sur Internet une prothèse de chez Boston, le fameux MIT, où en fait il y a quelqu'un qui avait mis les plans d'une prothèse, il les a récupérés, il les a adaptés, il les a enrichis, d'où l'idée de commun. Vous voyez, on part d'une base, c'est libre, je les enrichis et je remets à disposition ma nouvelle technologie, grosso modo, que j'ai fait. Il était là, hein, il était samedi à Festival Day, c'est quelqu'un qui fait entre guillemets, qui fait exemple, qui inspire pour moi, parce qu'en plus lui maintenant, ça a marché, et donc sa prothèse elle est téléchargée je sais plus combien de fois, et il est d'autant plus exemplaire que maintenant il va en Corée, et en fait il est entraîné s'aimer tout son système, parce que là, pour faire sa prothèse c'est moins de 500 €. Alors qu'une prothèse, si vous voulez, derrière. Donc les gens se le approprient, ils adaptent, ils ont les petits composants, ils savent exactement... Alors c'est pas très beau, hein, mais c'est juste fonctionnel. Et ça coûte, je sais plus combien, mais je crois que c'était de 40 000 à 500 €. Quoi. Et ça, pour moi, c'est exemplaire. C'est ça l'esprit du Fab Lab. Comment on fabrique du commun à partir de projets individuels et on s'enrichit, on s'éjambe. C'est les bricodeurs, on appelle ça. C'est les bricoleurs version codeur et qui sont en fait dans un esprit de partage qui est fort. On a la chance à Nantes, et on a la même chose sur des Media Labs, c'est la même chose sur les médias. Les Change Labs, c'est les gens qui veulent changer la façon, les paradigmes
organisationnel dans les sociétés. Vous savez, on en parle beaucoup des entreprises libérées. On est dans cette logique-là. C'est les gens qui veulent s'aimer, se dire comment aujourd'hui on fait une entreprise autrement, moins hiérarchique, beaucoup plus transverse, où on libère les capacités de faire des différents employés, et du coup on a juste des entreprises qui sont modèles. Juste pour information, iAdvise, l'entreprise que je vous disais là, ils ont été lauréats à l'échelle européenne de l'entreprise libérée, parce qu'en plus lui, de faire de l'argent, il a fait avec des convictions qui sont les siennes et un modèle d'entreprise libérée. Sur la ville maillée, donc la finalité c'est vraiment de se dire que aujourd'hui, on est dans un écosystème. Nantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tout seul, hein. Donc il y a Rennes, il y a Angers, il y a Brest, mais il y a aussi des écosystèmes où on se doit, parce qu'on impulse une dynamique, d'accompagner. Donc aujourd'hui, je pense forcément Saint-Nazaire, de fait, on est déjà très rapprochés, mais je pense aussi à des petites villes sur lesquelles on se doit aussi à un moment donné de faire profiter. On est presque en responsabilité sur cet enjeu-là, de se dire qu'aujourd'hui, Nantes, on a un peu, on doit entraîner aussi. Et donc on entraîne des gens de Clisson qui font des choses assez rigolotes, qu'on accompagne, en tout cas qu'on écoute et sur lesquels on échange sur justement la ville collaborative. La Roche-sur-Yon, c'est pareil, sur la loco, ils ont lancé une cantine, on les accompagne sur c'est quoi une cantine, comment ça marche, comment on crée du lien. Donc cet engagement de ville maillée sur lequel on a une responsabilité, parce qu'on est un peu au cœur de la dynamique. Sur la ville collaborative, alors Nantes est une ville de pratique collaborative depuis longtemps, hein, les jardins partagés, on est la région qui a le plus d'AMAP en France, donc on a vraiment une culture du partage. On a des projets qui sont... que vous connaissez peut-être tous, le projet E-Links, qui sont très en amont, où on va chercher d'expertise d'usage, de la maîtrise d'usage en plus. Donc on invente demain des espaces dans lesquels on aura du bâti, de l'occupant pour les salariés, des espaces mutualisés avec des artistes. Comment on va vivre demain, et on expérimente ça à l'échelle 1. C'est pas sur un petit projet, E-Links, c'est un gros projet, et sur lesquels on raconte une belle histoire, et qui pour moi fait ce qu'est la ville collaborative de demain, jusqu'à l'habitat, où on mixe de l'habitat et puis des pratiques professionnelles. L'économie collaborative, donc on sait qu'aujourd'hui, c'est un enjeu fort. On voit bien qu'il y a tout un tas de choses qui émergent sur moins de biens, plus de liens. Et on a des pratiques, des plateformes collaboratives qui émergent. On en a des locales ici à Nantes sur lesquelles on accompagne et on est très vigilant. Et pour moi, c'est aussi le lien entre le numérique et l'économie sociale et solidaire. Puisque là, on a bien l'économie collaborative. Pour moi, c'est un pied dans chaque, souvent. C'est un pied dans le numérique et un pied dans l'ESS. Et on a la chance d'avoir aussi à Nantes un pool ESS, un laboratoire d'expérimentation, les Écosolis, qui est quand même remarquable, sur lequel aussi, en termes de collectivité, on mise beaucoup. Et là, on fait vraiment le rapprochement, puisqu'on voit bien qu'on a des projets qui sont à la frontière entre les deux et qui, en mettant les deux en tension, vont faire en sorte d'accélérer les choses. Sur les monnaies locales, bon, on en a plusieurs, la sonnante étant... aujourd'hui la monnaie sur laquelle la collectivité s'engage fortement. Et pour la terminer, ville attractive, bon, juste pour terminer là-dessus, la démarche Nantec, j'en ai déjà parlé, la Digital Week, je ne peux pas vous annoncer les chiffres, mais cette année, on a vraiment passé un cap. L'année dernière, on avait un peu bricolé en 3 mois, on était juste élus, donc de avril à septembre, on a eu peu de temps pour le faire, mais c'était déjà une première belle édition. La deuxième édition, en termes de chiffres, elle va être... très forte, mais ailleurs le chiffre, c'est pas ce qui nous intéresse avec Johanna Roland. Ce qui nous intéresse avec Johanna Roland, c'est vraiment de démontrer qu'à Nantes, le numérique, c'est pas que du Deveco, c'est pas que de l'art. On est sur un prisme transversal, art, sciences, économie, sociale et solidaire. Et ça, aujourd'hui, il y a d'autres. Bordeaux a fait sa Digital Week depuis longtemps, mais si vous regardez ce qu'ils font, ils sont que dans le Deveco. D'autres ont fait Digital Week où il y a du Deveco et art. Nous, à Nantes, et on l'a montré cette année, ces 5 piliers, art, sciences, économie, sociale et solidaire, ils étaient présents. Et cette année, indépendamment du chiffre, ce qui est plus important pour nous, c'est d'avoir un public très diversifié. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir l'échappée, par exemple, sur le château. On a montré en quoi le numérique peut être un sublimateur du patrimoine nantais. Comment on fait travailler, vous ne connaissez peut-être pas, mais Vincile, qui est un des artistes dans les musiques électroniques très connus, qui est pour moi la référence internationale sur les arts numériques à Nantes, d'autant plus que lui, il fait pas que de la musique, il fait aussi de la graphie, et puis il s'intéresse aussi à l'interaction. Il va sortir un projet, vous allez voir, il faudra aller voir à Stérolux, ça s'appelle la rampe, ça s'appelle le U. Il a fait une rampe de skateboard qui est en fait un instrument de musique. Et comment il l'a fait? Alors, il l'a fait avec un collectif extrêmement pointu d'artistes et d'ingénieurs locaux. Et en fait, cette rampe de skate, vous allez jouer au skate, et en fait, ça va faire de la musique au même titre que le violon, avec de la musique plutôt électronique, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment une performance
exceptionnel. Et ce U, vous allez voir, on en entend déjà parler, on va vraiment en entendre parler. Pour moi, c'est ce qu'on a fait à l'échappée, c'est montrer comment effectivement le numérique est un sublimateur du patrimoine. Ce qu'on a fait avec des associations pour montrer comment le numérique facilite l'accessibilité pour les personnes en déficience visuelle, ça aussi c'est pareil, c'est la Nantes Digital Week et c'est un ADN qui est... voilà, donc on passe des grands comme la SATT, des grands pôles, etc., en allant jusqu'à l'association de quartier pour faire de la médiation, de la sensibilisation parents-enfants. C'est 108 événements qui ont mobilisé beaucoup de personnes et on en est très fiers et le cap il est passé. Et c'est ça le numérique à Nantes, la transversalité, le numérique pour tous, par tous et pour tous. Merci à vous. Bien, merci, on a quelqu'un d'enthousiaste hein, manifestement. Donc on peut l'applaudir pour cette performance. Je vais juste dire, il faudra quand même faire un cours de vocabulaire hein, parce que c'est juste... Je vais reprendre une de ses expressions préférées. C'est juste pas possible quand même. Hein. Bien, allez, qui a des remarques ou des questions à formuler? Oui. Alors, il y a un micro qui arrive. Hein. Monsieur Gélard, oui. Oui, c'est plus une réflexion qu'une question. Enfin, c'est un peu les deux en même temps. Je voulais rebondir sur simplement commencer par une anecdote, au fond, hein, que vous avez évoquée, qui concernait le fait que le matin, hein, vous regardez votre application pour savoir à quelle heure passe le bus. Je me dis, au fond, votre slogan général, c'est créer du commun. Est-ce que créer du commun, c'est forcément créer du lien? Et je me dis, le temps que vous passez à regarder votre smartphone pour savoir à quel moment passe le bus, pourquoi vous accompagnez pas tout simplement votre fille à l'arrêt de bus? Voilà, c'est la question que je me posais. Parce que c'est un des enjeux, je trouve, à travers votre discours. C'est précisément ça. On crée du commun, mais quand je vais à la poste, je suis face à un automate, à la banque aussi, je suis face à mon ordinateur pour payer mes impôts, etc. etc. Je trouve qu'il y a des espèces de contradictions dans le discours hein, qui est tenu et dans les pratiques réelles qu'ont les gens avec l'informatique. C'est pour ça, j'aurais bien avoir votre réflexion sur cette articulation justement entre cette notion du commun et le lien. Je trouve que le commun ne crée pas forcément du lien. Voilà, c'est ça ma question. C'est un commentaire, oui, vous avez 2 heures pour répondre. C'est philosophique. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions et puis, oui. Ouais. Manoël, après. Non, on va prendre 2 ou 3 questions et puis tu répondras. J'ai le micro. Bruno Dehaye du Conseil de développement. Je reviens sur l'école de la deuxième chance dont vous avez parlé. Je vais me mettre debout, vous me verrez comme ça. Vous avez évoqué le manque de personnes formées au numérique et que l'école de la deuxième chance représente un potentiel de formation. Mais est-ce que, pour le niveau, je suppose qu'on demande, est-ce que, avec tout le respect que j'ai pour cette forme d'éducation, est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça va correspondre aux besoins? Est-ce que vous êtes sincère quand vous dites ça? Ou bien, c'est bien, on a l'école de la deuxième chance. Bon, on ne cherche pas des CAP en informatique, je crois. Et troisième, Manoël Dialinas, et après... Oui, bonsoir. Alors, j'ai une question, mais qui se subdivise en pas mal de choses. Quelle est votre définition du mot numérique? Parce que je me demande s'il n'y a pas un abus de langage concernant ce mot-là. Il y avait une citation sur une de vos diapos, « Ville des intelligences mise en réseau pour fabriquer du commun ». À la Renaissance, Florence était une ville des intelligences, il n'y avait pas de numérique. Les villes de la Hanse en Allemagne étaient en réseau. Il n'y avait pas de numérique aussi. Fabriquer du commun, ça fait depuis longtemps qu'on s'est travaillé en commun, sans les techniques numériques. Vous avez présenté le miroir d'eau, l'éléphant, le poulailler. Vous avez parlé de villes collaboratives, jardin partagé, AMAP. Je ne vois pas où est l'incidence du numérique là-dedans. On aurait pu faire le miroir d'eau sans numérique, l'éléphant pareil. Le poulailler, vous avez évoqué un capteur de pression, sauf que c'est probablement un capteur de pression analogique et non pas numérique. Enfin, vous avez parlé de formation courte. Vous avez oublié de dire formation continue courte. Ce que nous avons besoin, c'est de formation continue courte, répartie tout au long de la carrière, et non pas d'une formation initiale longue et plus rien ensuite. Là aussi, ça peut se faire
sans numérique. Donc, quelle est votre définition du mot numérique ? Bon, ça commence fort. Allez. Ah non, mais j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. Hein. Je vais peut-être commencer par la dernière. Donc du coup, justement, si on a pris cet exemple-là, c'est justement pour pas s'auto-focaliser sur les technologies. Et c'est juste, votre exemple de Florence est exactement. Par contre, là où je suis convaincu d'une chose, c'est que le numérique accélère tout ça. Je vais prendre un exemple très simple. Et pour répondre en même temps sur la notion de commun aussi, tiens. Aujourd'hui, lancer un Wikipatrimoine dans les quartiers, pour se dire comment aujourd'hui, grâce au numérique, on va aller préserver la mémoire collective de tout à chacun, sans rentrer sur des... J'aime bien cet exemple, sans rentrer sur des étapes de collecte où on avait pu faire il y a 10 ans, 20 ans, les collecteurs de la mémoire, etc. Comment le numérique accélère ça ? Là, on a bien de la mise en réseau, d'intelligence. En l'occurrence, chacun va ramener sa petite photo, chacun va ramener son petit commentaire, et on est en train de construire les petites histoires qui créent la grande histoire grâce au numérique. Là, on a bien un exemple très concret sur le Wikipatrimoine qui fait qu'on est un accélérateur de mise en réseau et donc de mémoire collective. Autre exemple sur l'éléphant, j'aime bien parce que je connais très bien François Delarosière et j'adore quand on discute là-dessus. L'éléphant, il n'y a pas de numérique. Je suis d'accord avec vous. L'éléphant, je l'ai mis ici parce que c'est vraiment pour illustrer cette volonté de se dire qu'aujourd'hui, la ville intelligente, c'est avant tout une ville qui crée des lieux pour que les gens puissent... Sinon, on est chacun on fait son go, quoi. Et son go, c'est juste pas une ville intelligente. C'est une ville numérique, au sens technologique parlant. Le numérique, c'est au-delà. Le numérique, ma définition, je suis scientifique. Donc la numérique, en plus, je vais vous dire, dans les classements des CNRS, le numérique, on sait exactement ce que c'est. Hein. C'est la robotique, c'est l'automatisme, c'est l'informatique et c'est la cybernétique. Point. Mais ça, c'est pas le numérique, au sens où, aujourd'hui, on le vit au quotidien. La société numérique, c'est juste pas ça. Et la société numérique, c'est pas que de l'infra, c'est pas que des tablettes. La société numérique, aujourd'hui, elle est là déjà. Et me pas besoin de la définir, elle est là. Puisqu'aujourd'hui, essayer de vivre... Enfin, c'est même pas possible. On ne peut pas vivre si on arrête aujourd'hui les technologies. Donc ça, c'est une première étape. La ville numérique, la Smart City, c'est de se dire que le numérique, pour moi, c'est tout ça. C'est l'informatique, c'est la robotique, c'est les nanotechnologies. Pour moi, c'est ça. Mais c'est des sciences, on est d'accord. Bon. Les sciences c'est des sciences du numérique. Donc la robotique, c'est une science du numérique. Donc la robotique, c'est une science, l'informatique, c'est une science, et les sciences du numérique, c'est tout ça, et les nanotechnologies, c'en est une. Et donc pour moi, aujourd'hui, ce ne sont que des outils, des supports à l'émergence de cette société, on devrait dire en régime numérique. Est-ce que ça vous va mieux ? La société en régime numérique. L'idée, c'est juste se dire qu'aujourd'hui, et les exemples, je reviens sur mon François Delarosière, puisque j'aurais dû mettre le Longma ici. Et j'aurais dû mettre ce qui va sortir. Puisqu'en fait, François, il a toujours dit que le numérique, la technologie, souvent, il n'en veut pas. Lui, il aime bien justement ses représentations en mouvement et ses forces. Sauf que maintenant, ce qui va sortir, ça y est, il est piqué au numérique. Il est piqué au numérique, pourquoi ? Parce qu'en fait, il a mis ce qu'on appelle des espaces robotiques, des artefacts robotiques dans ses futures machines, qui amplifie le mouvement. Donc lui, son cœur de métier, c'est le mouvement, d'accord ? Et lui, il veut sublimer le mouvement à travers ces grandes machines. Et le fait d'avoir mis du numérique, de la robotique, de l'automatisme et même de l'informatique, parce qu'en fait, il y a quand même du pilotage, il aime pas ça parce que ça peut tomber en panne, et il a raison. Mais ça, pour moi, c'est du numérique. Et donc, même dans la machine, pour reprendre votre exemple, dans l'éléphant, il n'y a pas de numérique. Dans les futures machines de l'île qui vont sortir, il y aura du numérique. Et pour revenir après sur la vision plus globale de la société en régime numérique, c'est aujourd'hui, le numérique, c'est du quotidien. C'est pas que de la technologie, c'est pas que des sciences. Pourquoi c'est du quotidien ? Parce que ça modifie la façon dont on interagit avec les autres et avec soi-même. Et c'est pour ça que je dis que c'est une société en régime numérique. L'automobile, je suis pas sûr que l'automobile, ça a transformé nos rapports. Ça a transformé notre façon de se déplacer, mais nos rapports au quotidien, entre nous, non. Le numérique, oui. Faut regarder Facebook, mais pas que, si je vais plus loin. Tout ce qu'on appelle le self-quantify, là, où les gens, il y a certains, des fous, parce que je considère comme vous, monsieur, je suis d'accord avec vous, le tout numérique, il faut attention, hein, je suis une analyse très critique de ça. Il y a des gens qui ont des capteurs partout, ils savent combien de fois ils ont mastiqué pour manger un bout de jambon. Est-ce que ça c'est numérique ? Bah oui, là c'est de la technologie, parce que les capteurs, faut les développer. À quoi ça sert ? Bah, ça sert à la personne, il prend conscience de je sais pas trop quoi, il sait combien de pas il a fait. Donc on est dans la quantification de soi,
la quantification de combien de temps vous avez dormi, combien de fois vous êtes réveillé en dormant. Et il y a des gens qui deviennent même, entre guillemets, addicts de ça. Ça, pour moi, c'est du numérique dans le sens où c'est pas la technologie, là. Là, c'est une modification du rapport à soi-même, en plus. Et ça, pour moi, c'est du numérique dans le sens où c'est cette société qu'on est en train de construire. C'est bien, c'est pas bien. On est bien évidemment que là, on pourrait faire des débats philosophiques pendant des heures. Par contre, ma définition numérique, c'est ça. C'est que aujourd'hui, c'est une réalité. Et ça modifie... Pourquoi c'est plus profond que simplement la technologie ? Parce que ça modifie les rapports entre nous, les rapports aux autres, les rapports à l'espace urbain, les rapports au temps. Et ça, ça n'existait pas avant. Juste sur l'école de la seconde chance. Je vais prendre un exemple qui va peut-être créer une discussion. L'école 42 de Xavier Niels. L'école 42 de Xavier Niels, pour moi, c'est un exemple qu'il faut observer pour regarder ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En 2 mots, l'école 42 de Xavier Niels, Xavier Niels, il s'est dit, bah voilà, je vais ouvrir à des gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas de diplôme. Je crée une école pour former des gens qui ne connaissent rien à l'informatique et qui ont juste l'envie d'eux. Par contre, attention, l'école de 42, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est, vous arrivez, ils sont 400. Ça sent un peu la chaussette. Hein. C'est l'école de... Il n'y a pas de cours. Chacun se débrouille. Ils ont des choses à faire et ils se débrouillent. Ils ont de la programmation à aller apprendre, mais ils vont apprendre sur le web. Et l'école de 42, c'est le premier petit bain. Et une fois que vous êtes sélectionné, pendant 1 an, vous êtes dans le grand bain. Et là, c'est de plus en plus sélectif. C'est horrible. Ça, c'est horrible. C'est de la sélection naturelle. Sauf que c'est ouvert à tous. Et là, c'est en fait une démonstration de est-ce que tu as envie de, est-ce que tu as capacité de. Ça, c'est le cas extrême. C'est pas ce qu'on veut faire avec l'école de la seconde chance. Par contre, dans l'esprit, c'est de se dire que on est capable, pas sur du... on va pas former des gens qui vont être capables de gérer une solution. L'école seconde chance, pour moi, et les gens de la FAL peut-être qui m'écoutent, je crois beaucoup à des formations très courtes mais très spécialisées. Développeur web, on va pas... La personne, elle va connaître des langages qui vont permettre justement de développer des sites web. Mais elle ne sera pas experte en réseau, elle ne sera pas experte en base de données, elle va juste comprendre ce que c'est qu'une base de données. Parce qu'en 3 mois, on ne va pas former des gens qui mettent 2 ans, voire 4 ans, 5 ans à l'école d'ingénieur d'avoir cette connaissance-là. Mais on n'en a pas besoin. L'idée, c'est qu'après, ils vont intégrer des équipes. Et ces gens-là, ces équipes, ils vont avoir justement l'émulation des équipes qui fait qu'ils seront à leur place, ils vont faire le boulot. Et après, on espère que le goût sera donné et ils vont évoluer en interne. C'est ça l'esprit de l'école à seconde chance à l'échelle nationale, c'est de se dire labellisons des formations très courtes, qui ne sont pas que web, qui ne sont pas que dev, qui peuvent aussi, moi j'ai d'ailleurs revendiqué ça, que ça peut être plus large. Et la réponse est oui. Le ministère nous dit oui, ça peut être plus large, vous pouvez avoir des choses un peu plus larges. Parce qu'on mise trop sur le dev. Ouais, mais le numérique, c'est pas ça. On a un exemple très bon aujourd'hui. Il y a des SS2I qui ont du mal à avoir ce qu'on appelle les intégrateurs sur des gros systèmes. Il y a un métier fou. Et bien à Nantes, il y a des gens qui ont fait cette formation, des gens qui viennent de la banque, en plus des gens qui ont plutôt 40-45 ans, qui veulent changer de vie. Et il y a une formation très courte, 3 mois, et on les forme spécifiquement à aujourd'hui, en plus je peux vous dire le nom de la boîte, c'est Accenture. Accenture a monté cette formation-là avec une école privée, et ils forment 20 personnes embauchées par Accenture pour faire de l'intégration sur des systèmes, des gros systèmes. Ça, pour moi, ça fait partie de l'école à seconde chance. Et on est dans cette... donc je suis d'accord avec vous, l'objectif, c'est pas de former des gens qui seront de niveau Bac+2, Bac+4, pas du tout. C'est plutôt de donner des compétences très spécifiques. Je prends un deuxième exemple pour rebondir sur Lingo iAdvise. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'en 3 mois, on est capable de former des gens qui seront dans cette filière du e-commerce. Aujourd'hui, un e-commerçant, c'est dur. On n'a pas besoin d'être développeur pour travailler dans l'e-commerce. Il faut juste savoir quelle plateforme il existe, comment ça marche les plateformes. Je vais aller sur le marché chinois, le marché américain, comment ça marche. Aujourd'hui, ce métier, il embauche 130 personnes l'année prochaine en 2016, Lingo. Et ben aujourd'hui, lui, il les forme en interne. Ça, pour moi, ça devrait faire partie de l'école à seconde chance. C'est comment aujourd'hui, toi, tu seras chef de projet e-commerçant, tu sais pas programmer, mais on n'a pas besoin de programmer. Ça, c'est du numérique. Là, c'est 100% numérique. Ça n'existait pas avant, c'est des métiers qui sont en émergence. Et l'école à seconde chance, pour moi, c'est ça. C'est comment identifier des choses très... Il y aura, tout le monde va faire du dev. Mais c'est dommage, parce que le dev, c'est peut-être ce qu'il y a le plus dur, alors que des choses comme intégrateur, ou justement un peu... on prend des plateformes, on réutilise, on les configure, et c'est ça dont on a besoin pour faire du e-commerce demain. C'est là-dessus qu'il faut miser. Alors,
J'ai oublié une question ou pas? Oui. Le commun, mais Le commun. Ouais, ça a été un peu évoqué. Oui, ça a été évoqué avec le Wiki Patrimoine. Et sur la notion de commun, grosso modo, aujourd'hui, quand vous allez dans un Fab Lab, pour moi, on fabrique du commun. Et aujourd'hui, je vois pas ce qu'il y a de plus... Ça existe, hein. Des fabriques culturelles, on crée du commun parce que voilà, on fabrique ensemble. J'aime bien en plus dans le Fab Lab parce que ça va plus loin. Je vous vois pas, je suis désolé. Lorsque vous avez dans des tiers-lieux culturels, etc., les fabriques comme on a ici, hein, donc là on fabrique bien du commun, mais c'est pas, on va dire, redistribué à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, vous allez dans un Fab Lab, vous fabriquez du commun, c'est-à-dire de la connaissance commune, là, que vous allez réinjecter dans le système global de tous les réseaux des Fab Labs du monde parce que justement vous les mettez, grâce au numérique, accessibles à tous. Ça, c'est un exemple de fabrique de commun. Donc pour moi, créer des lieux pour créer du commun, on peut créer du commun sans lieu, mais c'est quand même plus fort et plus expérimental et très pragmatique si vous avez des lieux. Oui, question. Alors, oui, moi je voudrais revenir sur la question économique que vous avez évoquée tout à l'heure, parce que vous avez parlé de l'écosystème nantais, des Lengo, des Hauts-de-Vaz qui créent effectivement beaucoup d'emplois, et sans doute il va y en avoir encore d'autres. Enfin, je veux dire, là, il y a quelque chose qui marche effectivement vraiment bien à Nantes. Mais je dirais que ça, c'est ce que vous avez présenté, c'est le numérique heureux. Enfin, je veux dire, la question qui se pose aussi pour le numérique, c'est la question de la transition numérique dans l'ensemble de l'économie. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est votre réflexion là-dessus, quelle est la réflexion de la métropole là-dessus, parce qu'on peut avoir effectivement beaucoup de créations, start-up, etc., dans des tas de domaines, et de l'autre côté, une transition numérique dans l'économie, je dirais classique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, où il peut y avoir effectivement beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres craintes, et on peut avoir comme ça des vases communicants qui peuvent être compliqués pour vous, quoi. Oui, enfin, c'est aussi la question création d'emplois, destruction d'emplois. Alors ça tombe bien que vous posiez cette question, puisqu'en fait on a mis en place déjà un groupe de travail dans le cadre du Conseil des acteurs métropolitains, sur lesquels on a la question que vous évoquez, c'est l'évangélisation, grosso modo. C'est de se dire comment aujourd'hui toutes les filières profitent de cette transition numérique en bien. Et aujourd'hui, donc on a mis en place déjà 2 ateliers sur lesquels il y a tout un tas d'acteurs qui se coordonnent, hein, de différents, donc des gens qui sont plutôt dans les startups, des gens qui sont plutôt dans les CS2I, des gens qui représentent le MEDEF, la CGPME, des gens qui représentent aussi des filières, hein, comme la Chambre d'agriculture, et qui s'interrogent sur dire comment aujourd'hui nous, les filières des commerçants, les filières agriculture, les filières de la banque, comment nous on loupe pas ce train, parce qu'on a besoin de ce que vous faites pour éviter d'être uberisé. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, là-dessus, il faut qu'on ait, à mon avis, une approche nationale, mais en tout cas en local, métropolitain, qu'on ait une approche, on va dire, très expérientielle aussi. C'est-à-dire que on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, l'évangélisation, elle se fait, on met 50, l'association des commerçants plein centre, par exemple, qui viennent ici, on les met ici, on fait de la formation. C'est bien, mais c'est pas assez. Et c'est pas assez, mais par contre, on va pas pouvoir faire... Il faut qu'on fasse ensemble. Donc il faut qu'aujourd'hui, il y ait à un moment donné des groupes par grande filière, qui sont nos filières du territoire. Il faut qu'on puisse à un moment donné faire des groupes interdisciplinaires, enfin en tout cas des gens qui sont dans le numérique, qui font du conseil, qui font... Voilà, des gens qui sont dans les filières pour bien comprendre des besoins, et qu'on puisse à un moment donné... Parce que évangéliser la filière d'agriculture, avec les objets connectés, c'est pas la même chose que évangéliser la filière des assurances. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, parce que la massification et la rapidité effectivement de l'impact du numérique n'est pas le même. Donc moi je crois qu'il faut à un moment donné identifier et y aller, encore une fois de façon très, très pragmatique. On a fait 2 ateliers qui sont déjà dans le pipe, et on a effectivement aujourd'hui l'ambition de proposer justement une méthode d'évangélisation, mais très par filière. Et pas de façon générique. Alors on va essayer de trouver un truc un peu générique, mais on va plutôt y aller faire filière par filière et faire en sorte d'avoir aujourd'hui des réponses. Et après, l'enjeu pour moi, c'est d'aller... comment les filières s'emparent de tout ça et font descendre dans leur réseau jusqu'à la petite TPE, PME, quoi. Ça, c'est aussi les filières qui doivent aussi prendre des responsabilités et, entre guillemets, essaimer à leur tour, quoi. Donc il y a à la fois un essaimage, on va dire, de percolation pour trouver les bonnes façons pour la filière, et après une descente dans les réseaux. Emmanuel Torlasco, Conseil de développement de Nantes Métropole. Je vais rebondir d'abord sur des termes et puis livrer une réflexion à partir de cela. J'ai entendu des termes
commun, collectif, intelligence, les intelligences mises en réseau. Il faudra peut-être penser aussi à ce que les réseaux soient mis en intelligence, ça serait pas mal aussi. Ça aiderait de temps en temps. Mais ça, c'est un aparté. J'ai entendu parler de Florence, mais moi, culturellement, ma référence, c'est pas Florence, qui a une architecture de pouvoir pour nous casser la gueule. C'est clairement Sienne, moi, ma référence, et c'est l'allégorie du bien commun. Et je m'interroge, ou j'interroge, je ne sais pas ce que je vois et j'entends, des termes qui ont totalement disparu du panorama, qui sont intérêt général, bonum conum, comme on a dans l'allégorie asienne, le bien commun. Et donc, le numérique, on parle de collectif, on parle de démocratie ou d'avis partagés, de collaboratif, etc. Le collaboratif et le participatif, pour moi, c'est pas nécessairement la démocratie. On pourra en discuter aussi philosophiquement là-dessus. Donc, c'est déjà la disparition d'un certain nombre de notions. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est parce que c'est plus dans l'air du temps ? Et une partie, peut-être pour moi, des réponses qui pourraient se faire. Je vais reprendre exactement ce que tu disais à propos d'iAdvise de Julien. Il se trouve que Julien, on l'a eu ici il y a quelques années quand je m'occupais de l'interprofession des vins de Loire. On avait monté le premier club du vin entreprise au CCO ici. Et Julien était venu, donc il est venu pendant un an goûter 70 muscadets. Très précisément, on en a goûté 70. Il est devenu créatif. Voilà. Et en 6 mois à peu près. Mais on commençait à 20h, on finissait à minuit. Bon. Mais c'est une... je dis ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire que pour moi, l'une des réponses de la question de l'intérêt général, du bien commun, je sais la censure, ou de l'intelligence des réseaux, c'est également le fait qu'on doit avoir un travail à partir du territoire. Et tout à l'heure, tu disais pour les gens, par les gens, mais on est bien sur un système de création de valeur ajoutée, qu'elle soit matérielle, immatérielle, intellectuelle ou monétaire, peu importe, mais par le territoire, pour le territoire et sur le territoire. Et je pense que ce lien-là, il doit être réaffirmé au sens où l'économie dite numérique, elle est de plus en plus hors sol, on parlait des poulaillers, et donc et hors sol et facilement délocalisable. Donc cette valeur ajoutée, elle a le risque de fuir en permanence si on n'est pas dans un écosystème qui est lié à la fois intellectuellement à un intérêt général, un bien commun, et un territoire qui vit avec les autres. Juste pour revenir sur je peux me permettre de... Oui, rebondir. Juste pour revenir sur cette idée de délocalisable, etc. Je réinsiste vraiment pour dire qu'aujourd'hui, des gens comme les jeunes d'iAdvise, etc., c'est des gens qui sont profondément attachés à leur territoire. Et ça, il faut que dans l'univers, le geek, il n'est pas à se dire j'ai mon entreprise là, demain je peux être n'importe où, je m'en fiche. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est des gens qui ont aujourd'hui moins de 30 ans, qui sont attachés au territoire. Certains étaient peut-être au mash-up la semaine dernière, quand j'ai posé droit dans les yeux en disant si tu fais un exit, qu'est-ce que tu fais ? La réponse de Michael, c'était de se dire je reste là, je réimpulse et j'accompagne les nouveaux start-upers. Et je le sais, je le connais, je le vois, c'est des gens qui sont dans cette culture-là. Donc cette culture un peu, de fois on dit ouais le numérique, demain ils vont tous partir à l'étranger et les emplois vont partir avec et ça s'évapore, c'est faux. C'est vrai, c'était vrai peut-être il y a quelques années, c'est faux. Et j'irais même, il y a presque un double mouvement dans lequel Nantes peut profiter, c'est un mouvement de saturation parisien. Je vous explique. C'est pas saturation parisien au sens, comme on connaît toujours, les gens veulent quitter Paris, ça oui, c'est classique, et on a de la chance, ils veulent parfois venir à Nantes, souvent. La saturation parisienne, elle va venir dans le numérique d'un événement très fort, qui aujourd'hui, ça s'appelle la Halle Fraissinet, ça va arriver bientôt, c'est encore une fois ce fameux Xavier Niels, qui aujourd'hui a mis sur la table 300 millions pour construire le plus gros accélérateur de start-up au monde. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, il veut aspirer 1000 startups. 1000 startups. C'est quelque chose qui est juste fou. Et ce phénomène de saturation qu'on commence à voir, parce qu'à Paris, les écosystèmes, le Numa, c'est des choses... On sent que, c'est pas que ça s'essouffle, mais les gens ont envie de partir. Et puis, en fait, heureusement qu'il y a Paris. S'il n'y avait pas la marque Paris, la destination Paris, ça fait longtemps que, à mon avis, ils auraient du mal.
Donc là où on a aussi quelque part où on va relocaliser des gens qui sont peut-être partis, c'est parce qu'il y a ce phénomène de saturation qui va arriver. Et quand Xanalyse va arriver avec son 1000 start-upers où ça va être l'Alfréciné, ça va être invivable, on le sent. Je pense qu'on va avoir un phénomène assez fort. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur nous un écosystème et des lieux qui soient différenciants, qui soient accueillants et sur lesquels on ait une offre de services, nous, différenciante par rapport à Paris. On ne va pas concurrencer Paris sur l'attractivité internationale, mais sur ce phénomène qui, à mon avis, va arriver en tant que métropole, Nantes, Lille, Bordeaux, dans le numérique, c'est un peu Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux, grosso modo. On a une carte à jouer extrêmement forte. Et donc, à la fois, parce qu'on a ces gens-là comme Mickaël, etc., qui sont visibles de Paris maintenant extrêmement et qui nous ramènent quand même, et parce que, effectivement, ces gens-là veulent rester sur Nantes et vont rester sur Nantes. Et moi, je trouve que c'est bien. Mais je les prends en exemple, il n'y a pas que. Je parle plus d'une génération, là, pour dire qu'effectivement, la génération des gens de moins de 30 ans qui, aujourd'hui, dans le numérique, explose et crée l'emploi, en plus des CS2I et des grands groupes, bien évidemment, on a la chance que ces gens-là veulent rester là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, j'ai ma réserve de commentaires et de questions. Il y a d'autres... non? Oui, alors sur la délocalisation, les gens qui partent et tout ça, il y en a dans tous les secteurs. Et donc, je pense qu'il faut être assez prudent sur tout ça. C'est-à-dire que l'histoire des entreprises fait qu'à certains moments, la question de rester sur un territoire ou de partir, elle se pose. Hein. On a sur Nantes quelques exemples d'entreprises, alors c'est plus dans les biotech ou dans des choses comme ça, où pour une raison, en l'occurrence, en tout cas très particulière, qui est la difficulté à attirer des cadres étrangers sur Nantes, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui la crèche, l'école primaire, le collège et le lycée international, il y a des gens qui disent « moi je ne peux pas faire venir mes cadres chez moi, j'ai besoin de ces cadres-là, des docteurs dans des spécialités, et je suis obligé de me réinstaller d'une certaine manière ailleurs, en particulier à Lyon par exemple. Hein. » Donc, je crois que ce soit dans l'ancienne économie, si je puis dire, ou dans la nouvelle économie, les choses sont telles qu'à un moment, pragmatiquement, on regarde. Alors, je sais bien qu'il y a des gens attachés. Hein, c'est même, je crois, une des missions hein, de la collectivité d'attacher les gens au territoire ou de contribuer à leur attachement. Parce que c'est vrai que on est aujourd'hui quand même dans des mondes où on est mondialisé, donc on peut à un moment ou à un autre décider de partir ailleurs. Alors quand les gens sont attachés, c'est mieux. Mais bon, après, la réalité fait qu'on peut, voilà, les positions peuvent bouger. Alors, moi, j'ai juste quand même une question. On a beaucoup parlé ville. Alors, est-ce que ça, c'est une politique métropolitaine ou est-ce que c'est une politique de la ville de Nantes? Pour moi, c'est la même chose. Hein. Donc, moi, je suis adjoint au maire de Nantes, la ville de Nantes, et je suis conseiller métropolitain sur ces mêmes enjeux, innovation et numérique. Donc moi, je ne fais pas de distinction entre Nantes, métropole, Nantes. Et ce plan-là, il est métropolitain. La démarche French Tech, Nantes Tech, elle est métropolitaine. Et voilà, aujourd'hui... Le discours, on peut en parler, puisqu'on est allé dans une commune de l'agglomération, mais qui n'est pas la ville-centre. On a entendu des choses sur le numérique, qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on entend à Nantes. Parce que, évidemment, en termes de desserte, si on parle par exemple de desserte... fibre optique, très haut débit, ils sont très loin de ce qui existe dans le centre de Nantes. Quoi. Mais ça arrive. Alors, c'est important qu'on puisse en parler, puisque c'est effectivement, dans le travail qu'on fait, nous, on a une dimension métropolitaine, et on entend des choses, évidemment, qui sont un peu différentes quand on va dans les communes un peu périphérique, si je puis dire. Non, j'entends bien. Alors, je redis ce que j'ai précisé tout à l'heure sur ce déploiement, effectivement, des infras à l'échelle métropolitaine. Ce déploiement est assuré par les deux opérateurs, globalement. Et le plan de déploiement à l'horizon 2020 sera présenté à l'ensemble des territoires métropolitains d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est voilà. Aujourd'hui, nous, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de la bienveillance réciproque sur lesquelles Nantes, effectivement, est couvert en priorité, mais Nantes ne faisait pas partie de ce déploiement. Enfin, c'est dessus
La densité fait que les opérateurs viennent à un moment donné, pour des raisons commerciales, en priorité sur les centres urbains, et c'est pareil à Lyon, c'est pareil à Bordeaux, etc. Donc pour répondre à ta question, la réponse est oui, on est vigilant, et oui, le plan va être... mais là, on est un peu dépendant des opérateurs. Alors après, je termine et juste terminer là-dessus, et par contre, on est en cohérence avec le déploiement à l'échelle départementale, puisque ça, c'est très important de se dire qu'à un moment donné, vous voyez bien que notre métropole, il y a un moment donné, elle touche des choses qui sont... Il y a un gros déploiement qui est réalisé aussi à l'échelle... et on a la chance, avec le département, de travailler effectivement en dialogue continu, et pour faire en sorte d'éviter d'avoir des poches qui seraient... Enfin, que le département arriverait juste à proximité de la métropole, avec du très haut débit couvert, et puis que nous, on n'y serait pas, ou on y serait 2 ans après, ce qui serait encore pire dans la fracture et dans la déception des métropoles. D'autant que la majorité du département, c'est essentiellement des conseillers départementaux nantais. Ça, je sais pas, j'ai non, pas regardé, moi. C'est une petite remarque en passant. Non, simplement sur la question du... Pardon ? Oui, c'est ça, pour la majorité, oui, c'est ce que je voulais dire. Juste une question sur le Wi-Fi pour tous. Je me demande si c'est un exercice... Enfin, je pose la question comme ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans la mesure où la 4G, c'est pratiquement l'équivalent de la Wi-Fi. Bientôt, enfin je dis bientôt, c'est pas tout de suite, mais on a la 5G qui arrive. Mais est-ce que vraiment c'est un enjeu très important de donner du Wi-Fi Moi, je pense qu'aujourd'hui... Les 2 raisons, c'est que, la première, si on se lance un peu plus loin, la 5G, elle arrivera en 2025, voire peut-être 2030, et beaucoup d'études montrent qu'elle va être saturée au prorata des usages. Alors que le Wi-Fi, la technologie, ça permet justement d'un engorgement qui est beaucoup moins évident. Donc au niveau technologique, moi je crois au Wi-Fi parce qu'effectivement, c'est pas pour rien, il faut regarder ce qui se passe aussi dans d'autres pays. La France, on a à mon avis une position un peu dominante des opérateurs pour vendre du 4G, 3G, 4G, et la Wi-Fi ils l'ont un peu abandonné parce que ils ont ces technologies à vendre. Deuxième élément, pour moi le Wi-Fi, c'est... Nantes est quand même une ville attractive, beaucoup de touristes. C'est aussi un élément important de pouvoir offrir un accès à Internet pour les touristes. Aujourd'hui, quand vous avez des touristes, vous allez à l'étranger, on est tous les premiers quand on est à l'étranger de se dire « Waouh, c'est cool, il y a du Wi-Fi. » quoi. Et je défie tout le monde qui va à l'étranger de se dire « C'est cool, il y a du Wi-Fi. » On se le dit tous. Et quand on arrive à Nantes et c'est cool, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent ça. Donc pour moi aussi, on voit bien qu'on attire beaucoup d'étrangers. C'est aussi un engagement de pouvoir justement offrir de l'accessibilité réseau aux étrangers. Et troisième élément, la 4G, la 3G, oui, mais ça coûte encore un peu d'argent, quoi. Et pour les gens qui sont aujourd'hui en peine et qui comptent leurs derniers euros en fin de mois, je pense qu'aujourd'hui, offrir du Wi-Fi public, libre et gratuit, c'est un enjeu c'est un enjeu sur lequel il n'y a pas beaucoup de villes qui se positionnent dessus. On a déjà du Wi-Fi à Nantes, il faut juste le savoir. On a un Wi-Fi qui s'appelle Wi-Fi Libre, qui est porté par une entreprise privée qui déploie dans beaucoup de métropoles, qui a quasiment couvert beaucoup de centres-villes. Mais pour moi, c'est pas un Wi-Fi public dans le sens où déjà, c'est détenu par une entreprise privée. 2, c'est pollué, entre guillemets, par la nécessité de devoir recevoir un peu de publicité de temps en temps. Alors, je sais plus quelle est la fréquence, j'ai oublié, mais c'est toutes les 2 minutes, 3 minutes. Et puis, encore une fois, demain, si l'entreprise meurt, l'infrastructure, elle meurt. Donc pour moi, c'est un enjeu, effectivement, d'offrir, encore une fois, en fonction des usages. L'idée, c'est pas de se dire je couvre toute la métropole et puis seulement 10% des antennes seront utilisées. C'est les mettre au bon endroit pour des bons usages. Et je crois que c'est une technologie d'avenir. Il suffit de regarder ce qui se passe en dehors de France et vous allez voir que le Wi-Fi, il est massivement déployé parce que ça tient les débits. Et la 4G, la 3G et la 5G ne tiennent pas les débits. Enfin, certains collègues scientifiques m'ont démontré que ça ne tiendra pas les débits en fonction. On va investir beaucoup d'argent et c'est pas sûr qu'on tienne les débits. Oui, moi je voudrais vous en glisser une juste pour la route, puis je laisserai la parole à Monsieur Potiron. Vous avez évoqué la question de l'open data tout à l'heure. Et on avait reçu ici Claire Gallon, on s'était occupé de ça, c'était la papesse du sujet. Elle l'est toujours. Elle avait indiqué justement que peut-être, elle nous avait dit qu'à cette époque-là, peut-être qu'on allait libérer beaucoup de données, que personne n'en ferait rien finalement, qu'il y avait le risque que tout ça fasse finalement un flop. Comment vous voyez l'évolution de ça ? Ou est-ce que...
C'est un employé de Nantes Métropole qui un jour va libérer lui-même des choses et va faire un Wikileaks à la nantaise. Enfin, ça peut arriver aussi. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver d'ailleurs, sans doute plus que ça va marcher dans l'autre sens. Mais comment vous voyez cette histoire d'open data? Comment ça va évoluer? Enfin, je dis Wikileaks parce que j'ai lu quelque part que là, des jeunes gens ont un projet de GoLeaks qu'on connaît bien à la nantaise et tout d'un coup, le sens de la libération peut s'inverser très vite, quoi. Oui, bien sûr. Alors, on est engagé dans la démarche open data. Depuis, historiquement, on est un peu pionnier dans les territoires, hein, parce que c'est Nantes, la métropole, mais c'est aussi en lien avec une plateforme mutualisée au niveau du conseil et au niveau de la région. On a libéré beaucoup de jeux de données. Certains ne sont pas utilisés, dont Acte. Certains étaient demandés d'ailleurs hein, par certaines professions, ce que je dis tout à l'heure, ils sont très peu utilisés, dont Acte. Il y en a qui sont extrêmement utilisés. On va continuer à libérer de la donnée. Pourquoi ? Parce qu'on croit qu'aujourd'hui, dans une démarche effectivement de transparence et d'ouverture, et on va libérer de la donnée pas que structurée. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi l'engagement de se dire, l'open data, c'est un peu compliqué, mais voilà, vous avez la donnée brute, vous la donnez, mais structurée, parce que souvent les développeurs après ils disent ouais, c'est embêtant parce qu'on récupère des fichiers, et puis c'est embêtant, etc. Ils aiment bien avoir des choses propres, bien structurées, comme ça il n'y a plus qu'à aspirer, et puis ça va plus vite. Je crois aussi qu'il faut qu'on aille libérer de la donnée non structurée, ce que font certains pays anglo-saxons, hein, qui permet à un moment donné de jouer cette carte de la transparence et encore une fois d'aller à la conquête de cette confiance. Cette conquête de cette confiance, pour moi l'open data, elle joue un rôle important sur cette notion de dialogue citoyen et d'engagement dans la cité. Mais pas que. L'open data, on souhaite aussi avoir des applications. Aujourd'hui, la demande dans ma poche, si on n'avait pas libéré les données, comme on l'a fait depuis quelques années, on n'aurait pas pu sortir une demande dans ma poche. Et ça, il faut juste le dire. 90% des microservices qui sont aujourd'hui dans ma poche, ils s'appuient sur des API de l'open data. C'est révolutionnaire. Et ça veut dire que, on l'a fait entre guillemets pour nous, mais ça veut dire que c'est quand même un gain, même en termes de développement, qu'on n'aurait pas pu faire. Donc je crois à l'open data, à la fois pour le dialogue citoyen, à la fois pour la conquête de la confiance et cet engagement effectivement sur la donnée structurée et non structurée. Et puis je crois qu'on a encore une fois aussi à aller éditorialiser les données. Donc là, un travail supplémentaire de l'open data qui nous engage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la donnée c'est bien, mais comment on peut essayer de l'éditorialiser, nous, en interne, pour encore une fois faciliter l'appropriation des grandes décisions et puis du suivi. Je pense au dévaloir et je pense à tout un tas de choses qui sont aujourd'hui un socle très important de connaissances, d'avis qui ont été émis et sur lesquels il faut qu'on arrive à encore une fois, parce que les docs c'est bien, mais est-ce qu'on peut pas éditorialiser encore mieux pour que les gens s'approprient encore mieux les choses? Donc oui, je crois à l'open data. Oui, je vais vous poser une question très différente. Nantech, qu'est-ce que c'est Nantech ? Nantech, c'est une dynamique. C'est-à-dire, grosso modo, on parle de la French Tech à l'échelle nationale. La petite histoire, c'est l'ancienne ministre de l'Éducation numérique, Fleur Pellerin, qui a voulu mobiliser tous les gens, toutes les startups, c'est-à-dire que ces jeunes-là qui innovent, qui créent des choses, on ne sait pas trop où ça va aller, mais ils ont une ambition mondiale. Et Fleur Pellerin, à l'époque, lorsqu'elle était ministre, elle a voulu montrer au monde entier qu'en France, on a des grosses industries, on est connu pour nos industries, on fabrique des avions, etc. Mais on a aussi toute cette jeunesse qui crée des choses qui jusqu'à présent étaient plutôt réservées aux Américains. Vous voyez, on parlait de la Silicon Valley, donc c'était plutôt un peu les Américains qui disent le monde de demain, c'est nous qui les inventons avec nos startups, etc. Et Fleur Pellerin, elle a eu cette vision de se dire il faut qu'on revendique la créativité, les talents qui sont en France, et donc elle a créé cette dynamique qu'elle a appelée French Tech. C'est pour faire un jeu de mots avec French Touch. Vous savez, à l'étranger, on dit la French Touch française, c'est un peu le style, c'est ce qu'on incarne en fait. La France, oui, vous avez du goût, vous avez de la créativité, parce que vous avez vos grands créateurs, vous avez en musique, vous êtes juste les pionniers, puis vous avez le fromage. Ça, c'est la fin de la phrase. Donc cette French Tech, c'est pour montrer cette démarque de se dire dans les techs, mais les techs au sens large, hein, vous avez parlé des biotech, c'est pas que dans le numérique, hein, la démarche French Tech, c'est toutes les startups, donc on est dans les biotech, on est aussi des choses qui sont un peu sur des modèles d'énergie de demain, etc. Et elle a vraiment voulu marquer cette Startup République aussi, c'est-à-dire dans son idée, elle voulait aller plus loin. Et la Startup République, c'est comment même nous, les collectivités, on se met en régime startup. Donc on est en mode très agile, on est en mode pivot.
on est en mode pragmatique, on essaie des choses, on ne dit pas c'est ça, on essaye, et puis non, c'est pas bien, donc on prend un pivot. J'ai dit il y a pas longtemps, il y a un journaliste qui a repris cette formule que j'aime bien, qui est de se dire effectivement les collectivités sont en mode pivot. Enfin, en tout cas, on commence à faire du mode pivot. Et ça, c'est absolument l'idée de la Startup République, qui dit qu'aujourd'hui, même dans les collectivités qui sont très hiérarchiques, où le bateau met du temps des fois à tourner, il faut qu'on aille un peu plus vite. Pas sur tout, évidemment, on ne va pas révolutionner comme ça du monde en la main, mais sur certains projets agiles, il faut qu'on arrive à le faire. Donc c'est ça la French Tech, ça a été une ambition de se dire comment, aujourd'hui, on va montrer à l'international qu'on a des jeunes talents. Elle a lancé cet appel à projet qui a mobilisé toutes les villes de France. Ils se sont dit, parce qu'en fait, ils ont dit, on va créer l'équipe de France du numérique, des villes du numérique. En gros, c'était, quand on a commencé, c'était y être ou pas y être. Et donc Nantes Tech, nous, c'est la réponse qu'on a fait à... On veut être de la French Tech. Donc il y a Lille Tech, il y a Lyon Tech, il y a Bordeaux Tech, il y a Nantes Tech. Et Nantes Tech, c'est pas un objet, c'est la dynamique qu'on a créée avec tous les gens de l'écosystème, le fameux terme écosystème qu'on entend partout. Hein. C'est vraiment un écosystème où il y a des gens de la formation, il y a des gens qui entreprennent, il y a des gros groupes. Il y a des petites start-upers, il y a des associations, et tout le monde se dit, pour nous, le numérique, c'est un enjeu, et on veut être dans cette dynamique. Et donc, on a labellisé, c'est Nantes Tech. On a même un slogan qui est Take it easy. Alors, c'est très anglais, mais ça veut dire que voilà, c'est assez facile à Nantes, c'est cool. En gros, oui, c'est municipal, Nantes Tech, alors ? Non, c'est métropolitain. C'est métropolitain, d'accord. Donc, on a labellisé des métropoles. Et on fait partie des métropoles françaises qui font l'équipe de France, et on peut en être fier, du numérique. Aujourd'hui, il y en a 14, plus 4 écosystèmes thématiques. Voilà. Mais on a 14 métropoles et il n'y en aura pas d'autres. C'est fini. Donc on fait partie des... Voilà. En rugby, c'est 15, je ne sais plus, ou 13 15. Bon, ben voilà. Nous, on fait partie des 14 métropoles. Il y a les deux. Il y a du rugby à 13. Alors, il y a du rugby à 13. Mais moi, je fais du volley et du surf. Alors, moins visible que le rugby à 15. J'ai trop peur Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? Oui, Emmanuel. Pas trop philosophique cette fois-ci. Hein. Une vraie question très pratique, et je ne mets pas la main sur le fil. Merci Brigitte. Tu parlais de la ville connectée, du Wi-Fi gratuit dans la ville. Il existe des expériences. Alors aux États-Unis, c'est GoEx, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Bon, c'est le modèle payant qui marche sur la publicité. Mais il y a un autre modèle qui a l'air de fonctionner, c'est celui de Tel Aviv. Sur la Smart City avec un Wi-Fi gratuit. Je crois que c'est assez important, ces 100 000 personnes qui se connectent, un truc comme ça. Est-ce qu'on a aujourd'hui, tu as un retour d'expérience de ces villes-là sur ce que ça apporte? J'ai lu quelques articles, ils disaient en gros sur Tel Aviv, c'est 100 000 personnes qui sont connectées en 2014 et 50% de touristes. Et très très peu, a priori, hein, pour ce que j'ai lu, mais on va faire confiance à ce que j'ai lu, c'est plutôt à peine 14% des gens qui font des remarques en hébreu. Donc a priori, c'est très très peu le Tel Aviv elle-même qui utilise ça, mais surtout les touristes et d'autres personnes de passage. Alors du coup, est-ce que c'est un outil pour les touristes, hein, ou est-ce que c'est un outil qu'on veut utiliser au vu des expériences qui peuvent être faites de Wi-Fi gratuit dans d'autres villes comme ça? J'ai pas de benchmarké précisément toutes ces expériences. Tel Aviv, je rêve d'y aller, mais voilà, c'est un écosystème. Je sais pas si tu étais la semaine dernière, on m'a demandé c'est quoi vos deux écosystèmes inspirants. J'ai dit Boston et Tel Aviv. Donc voilà, il faut que j'aille à Tel Aviv. On n'a pas encore benchmarké précisément. Je suis convaincu. C'est pour ça que moi, j'y vais très doucement sur l'expérimentation. Je pense que dans les tramways, je pense qu'il y aura de l'usage, mais c'est un feeling. Encore une fois, je suis très pragmatique. Il faut qu'on expérimente, qu'on regarde pendant un mois ce qui se passe et voir quels sont les usages. Et effectivement, tu as raison. Voir si, grosso modo, aujourd'hui, c'est plus du tourisme que les Nantais. Et là, dans ce cas-là, on se posera les bonnes questions en disant, bah voilà, peut-être qu'aujourd'hui, le Wi-Fi... C'est pour ça qu'on a vraiment une logique d'expérimentation du Wi-Fi pour tous. Maintenant, je pense que ça peut aussi, à un moment donné, bousculer des usages. Et peut-être que Tel Aviv, ils n'ont pas la culture que nous, on a à Nantes. C'est pour ça qu'il faut vraiment expérimenter le Wi-Fi nantais, qui ne sera pas le même que le Wi-Fi à Barcelone ou le Wi-Fi à Tel Aviv. Oui, dernière question là. Je ne sais pas, c'était juste pour rebondir. Un commentaire. Ouais. Ah pardon, Sarah Blondet, conseil de développement. C'était juste une remarque, je me dis, est-ce que du coup, l'usage qui peut être en fait traduit derrière fait finalement d'un Wi-Fi en accès libre, est-ce que c'est pas que les habitants finalement, du coup, utilisent uniquement ce Wi-Fi là plutôt que de payer un réseau chez eux?
Ce qui serait vachement bien, ceci dit. Je vais vous dire ça, c'est ce que je disais. On ne sait pas des détournements d'usage qu'il peut y avoir. Il y a plein d'initiatives comme ça, hein, des gens du Wi-Fi qui débordent. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais alors de façon très pragmatique, et là, je ne suis pas l'élu ce soir, de dire comment effectivement, j'ai posé la question aux opérateurs. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, via des plateformes collaboratives, les gens se regroupent sur un immeuble au lieu de payer chacun sa box? Il y en a que 3 qui le prennent sur 12 et puis on déborde le Wi-Fi et chacun se donne le code Wi-Fi des autres. Donc on divise par 3 sur un immeuble. Ça, c'est, je sais pas, il y a peut-être une start-up à monter là-dessus. Je sais pas si c'est légal, mais j'imagine bien qu'aujourd'hui, c'est largement faisable. Vous êtes dans un immeuble, voilà, vous divisez par 3, vous avez tous le Wi-Fi d'en haut en bas, ça passe sans problème. Donc déjà, il y aurait des coûts par 3. J'avais posé la question à SFR Orange, ils m'ont dit, voilà, ils m'ont dit, on n'a jamais trop regardé, mais ce que vous dites, c'est pas bête. Moi, je peux témoigner que effectivement dans l'endroit où je vais au Croisic, il y a du partage de Wi-Fi avec les voisins. Tiens, et ça c'est des pratiques collaboratives que je trouve plutôt agréables. Je pense que ça se fait, ça doit se faire sans problème, puisque. Exactement. Sûr, ouais. Ça peut être une charge de copropriété, exactement. On va lancer une start-up ce soir avec. Bien, je pense que donc on a fait le tour Enfin, on n'a sûrement pas fait le tour parce que il pourrait rester 2 heures de plus. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Donc, je voudrais remercier à nouveau Francky Trichet. C'est vrai qu'il y a... Alors, on a beaucoup parlé du numérique. Je pourrais revenir sur l'exemple des poules parce que je trouve que c'est un peu extrême. Alors bon, je sais bien qu'il y avait un côté provocateur un peu, mais moi je peux raconter, j'ai mes enfants à Daoulas, près de Brest. Bon, ils ont un peu de terrain, ils ont constitué un petit enclos, il y a 10 poules, mais les 10 poules, c'est pas à eux, c'est à eux en partie, c'est aux voisins. Les enfants connaissent chacun leur poule, ils savent quels sont les œufs de leur poule et ils ramassent les œufs. Voilà, et donc il n'y a pas du tout de numérique dans l'affaire, mais ils discutent entre eux, ça n'empêche pas. Et voilà, donc, je pense qu'il y a sans doute le numérique, on peut en mettre un peu partout. Faut quand même regarder ce qui paraît de bon sens, pertinent, et je suis persuadé que le numérique peut apporter beaucoup, certainement. Mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, quoi. Voilà, c'est un outil, c'est des outils. Ça peut certainement, on voit bien, on communique de façon différente, y compris du coup avec des gens qui ne sont pas forcément à proximité, mais des fois on ne communique plus avec ceux qui sont à proximité. Donc voilà, enfin on ne va pas refaire le débat philosophique, simplement c'est un sujet très intéressant, c'est vraiment un sujet sur lequel il nous semble que, évidemment quand on fait un PADD, un plan de développement, une stratégie de développement, évidemment c'est incontournable de mettre tout ça dans la stratégie de développement et de le traduire ensuite dans les politiques publiques qu'il y a derrière. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que c'est bien cette mission-là que tu essayes d'assurer au sein de la collectivité. Et donc, apparemment, en tout cas, on n'a pas senti que c'était... on n'a pas senti que c'était de mauvaise humeur que tu venais ici. Donc, merci de cet engagement, cet enthousiasme et de nous faire partager ces réflexions-là. Bonne soirée à tous.